Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un stream qui va être, je pense, vraiment très très chouette sur le cloud, sur les bases du cloud. Attendez, on va juste faire une petite annonce maintenant que le stream est lancé. Petite annonce pour Twitter, mais aussi sur notre Discord. Hop, c'est parti. Voilà, je vais lâcher un tweet. On va aussi envoyer ça sur le Discord. Et voilà. J'arrive. Nickel, je vous vois dans le chat. Bonsoir Bixé, bonsoir Titou, bonsoir Mecback. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon samedi. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Et puis on va lancer ce live après, d'ici 18h05. Live sur le cloud. Bonsoir Diamé, Diam9363. Et merci à tous ceux qui vont follow, qui vont s'abonner et tout ce soir, ça fait bien plaisir. 18h, bah 18h, non, il est 19h en France en principe. 19... Ah oui, 18h, c'est parce que j'ai dû dire 18h alors que... Oui, c'est parce que moi je suis en Angleterre avec le décalage horaire, j'ai l'horloge sous les yeux, je dis 18h au lieu de 19h. Ouais, 19h05, c'est ça. Bonsoir à tous, bonsoir et merci à tous ceux qui viennent d'arriver, qui follow, qui s'abonnent, voilà. Il y a un très gros écho, alors ça c'est étonnant. Est-ce que le son est mauvais? Andrea de Canalmu. Salut Andrea de Canalmu. Ça fait plaisir de voir. Ah, les gens disent que non, il n'y a pas de problème pour le son est plutôt good. Salut Robino, ça fait plaisir de te voir. France, Angleterre et Canada, tu es suivi de partout. Ah, ça fait bien plaisir. Le son est bon, mais il est très échoé. Ok, il y a de l'écho. On va peut-être juste essayer de comprendre ce qui se passe avant de lancer le live. Des petits soucis, hein. Peut-être aussi baisser le son de la musique. Alors. Étrange qu'il y ait de l'écho. Quand vous dites écho, est-ce que c'est de l'écho ou est-ce que c'est de la réverb? La réverb, vous savez, c'est comme quand on est dans une cathédrale, alors que l'écho, c'est... Il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas. Je vais moi-même écouter. Je vais écouter le replay un court instant. Donc je vais couper tous les micros. Excusez-moi pour ça. Bah écoutez, c'est drôle. Moi, j'ai pas de problème de mon côté. Donc je ne comprends pas. Bon, écoutez, vous avez l'air d'être plutôt satisfait, donc oui, il y a peut-être 2-3 petits artefacts ou je ne sais pas, mais c'est quoi la différence entre écho et réverb? Bah un écho c'est quand tu as un retour, comme quand tu fais dans la montagne, eh oh, eh oh, eh oh, voilà. En fait c'est le son qui rebondit vers toi, et en fait sur différents reliefs, ça c'est un écho, et une réverb c'est lorsqu'il y a... c'est un peu le même effet, hein, mais voilà, quand t'as un effet cathédrale comme ça. Le son n'est pas exceptionnel, mais il n'y a pas d'écho chez moi. Bah, je comprends pas. On a un petit problème, alors... Il doit se passer un truc, là. Étrange. Bon, écoutez. C'est pas grave. On va baisser notre musique. On va commencer ce live.
parce que voilà, il est 18h04, 36 personnes. Le son est bien quand même. C'est bien même la qualité du micro. Écoutez, j'écouterai le replay pour voir, hein, peut-être que j'ai bidouillé un réglage, je ne sais pas quoi. Euh, mais voilà, vous avez l'air d'être content. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Est-ce qu'il y a des gens qui sont débutants en cloud? S'il y a des gens qui n'ont jamais fait de cloud, écrivez-le dans le chat, qu'on sache un tout petit peu avant de lancer le stream. Ah, 105 personnes en fait. Ah oui, d'accord. Moi, donc, pas mal dit. Alors oui, ah oui, beaucoup de monde. Oui, moi, yes, moi. Débutant, un peu. Nope. Donc oui, il y a des gens qui ont déjà fait du cloud. Euh, ok. Bonsoir. Découvre au travail, je crois en avoir déjà fait. C'est quoi le rapport avec le machine learning? On en parlera ce soir. On parlera du lien entre le cloud et le machine learning. Ne te fais pas de soucis, ne t'inquiète pas à ce sujet. Et ce soir, c'est pas moi qui vais vous parler de tout ça, mais je vais participer, on va dire. Voilà, je vais aider. Mais la personne qui va vous faire toute cette présentation, c'est mon ami Sylvain, qui est lui-même data scientist depuis quelques temps. Il a suivi une formation chez Open Classroom, comme plusieurs personnes de la communauté. C'est un développeur qui a une bonne vingtaine d'années d'expérience dans le milieu du dev. Il a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup travaillé sur le cloud avant. Et pas forcément pour du machine learning. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'il fait du machine learning. Il est déjà intervenu quelques fois sur la chaîne. Et ce soir, il va nous faire une super introduction au cloud pour que tout le monde puisse comprendre le vocabulaire de base, s'accrocher, comprendre, disposer du matériel pour ensuite s'accrocher sur des projets un petit peu plus balèzes. Et si vous êtes bien attentif, il y aura euh, un quiz à la fin, un petit quiz, et des choses à gagner pour ceux qui répondront le mieux à ce quiz. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et apparemment, Sylvain, qui est dans le chat, nous dit que... Hein, c'est bien toi donc Sylvain dans le chat. Il nous dit que ça devra durer environ 1 heure. Ça va parler de MLOps. Ah, on verra, on verra. Écoutez, je vais basculer sur l'écran avec Sylvain. Et voilà, Sylvain, tu es là, tout le monde te voit. Bonjour à tous. Oh. Bon, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. C'est bien, vous êtes bien motivés là ce soir, c'est cool. C'est cool. Moi, je vais déjà répondre à quelques questions. Déjà, est-ce que ça va parler de MLOps? On n'ira pas forcément jusque-là, peut-être après dans les questions. L'objectif, pour vous redonner le contexte, c'est de rattraper un petit peu le train par rapport aux conférences d'avant, où on a abordé des outils de machine learning et de data engineering qui était assez touchy. Et on s'est du coup rendu compte qu'il y avait des petits écueils en termes de base de cloud. Donc là, ça va être vraiment une introduction basique. On va quand même aller assez loin dans la dénomination des outils. Mais voilà, c'est vraiment d'expliquer, je vais vous montrer tout de suite, hein, on va attaquer directement par le menu, d'expliquer pourquoi on utilise le cloud, pourquoi on a eu besoin du cloud, qu'est-ce que c'est que le cloud, les niveaux de responsabilité, parce que ça, c'est important. Plus on délègue et moins on a de responsabilité, mais moins on a de liberté aussi. Donc, ça va être important de parler aussi de tout ça. On va avoir les différents cloud providers, qu'est-ce qu'ils apportent, quelles sont les différences entre leurs outils, puis surtout du vocabulaire d'outils pour savoir de quoi on parle en machine learning. Et puis, on va voir rapidement le cycle de vie d'un projet machine learning sur le cloud avec comme ligne de fond une question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est-à-dire une fois qu'on a développé un modèle de machine learning, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le déploie? Comment est-ce qu'on le met à disposition de notre utilisateur? Et comme disait Guillaume, restez bien à l'écoute parce qu'il va y avoir un petit quiz à la fin en mode connaissance/rapidité avec des petits cadeaux sympas à gagner, donc soyez là. Du coup,
première chose, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin du cloud? Alors, il était une fois, on va commencer comme ça. Il y a longtemps, on travaillait dans un mode qu'on appelle on-premise. On-premise, ça veut dire que tout était à la maison, sur place, dans les baies réseaux, etc. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont connu ça, je pense. Euh, Pourquoi c'est on-premise? Bah, tout simplement parce que au départ, Internet était assez peu développé, voire pas du tout. Et puis que le stockage coûtait cher, le matériel coûtait cher, donc bah, on le gardait pour soi, sans compter que bon, les ressources étaient quand même assez limitées pour un volume de matériel qui était assez fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une photo assez célèbre qui montrait un disque dur de 5, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 5 mégas ou 500 mégas, ou peut-être même moins, d'IBM qui débarquait par bateau. Donc voilà, vous vous doutez bien que l'espace était précieux. Donc, tout ce matériel-là avait un coût. On avait besoin de bâtiments, de grands bâtiments, on avait besoin de matériel. Il fallait qu'on assure la sécurité de tout ça. C'est-à-dire que comme on avait du matériel sur place, il fallait, surtout quand on avait des données sensibles, mais il fallait mettre en place des badges, il fallait mettre en place des surveillances caméras, il fallait mettre en place on avait par exemple des clés sur les baies réseaux, etc., etc. Et puis il fallait aussi gérer des choses qui n'étaient pas faciles, qui sont toujours pas faciles d'ailleurs maintenant. C'est qu'on était responsable aussi du recyclage de ce matériel-là. C'est-à-dire que finalement, quand on avait besoin d'un serveur, ben, il fallait gérer toute la vie du serveur. Donc il fallait regarder les catalogues, étudier qu'est-ce qu'il nous fallait comme puissance, combien d'électricité ça consommait. Il fallait se le faire livrer, il fallait le monter, il fallait le configurer. Et puis, une fois que tout ça, c'était plus très bon, il fallait le recycler. C'était quelque chose qui était pas très facile non plus. Et puis, on avait d'autres désavantages. On n'avait pas de backup automatique. Il fallait les gérer à la main. Je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi vieux que moi, mais qui ont connu les sauvegardes sur bande magnétique, où on avait du coup des armoires entières de bandes. C'était Carrément. l'époque T'as connu ça? j'ai connu ça, l'époque des bandes, de la S400, des hyporodatées, Alors, tout un tas moi de qui choses suis comme né ça. au début des années 90, j'ai connu la VHS. Mais bon, stocker des choses sur des bandes, Et bon, ouais, on faisait ça. C'était comme des grosses cartouches Atari. Voilà, je remets un petit coup de vieux. C'était comme des grosses cartouches Atari qu'on mettait c'était des énormes armoires. C'était remarque, les un peu plus pire disquettes, que les c'était des disquettes. bandes. Les disquettes, c'était des Ouais, bandes. ouais, Donc c'était différent des disquettes. Mais dans l'idée, ouais, c'était une sorte de mini VHS, un mix entre le VHS et le mini disque en termes de format. Et puis, on mettait ça dans une grande armoire de la taille d'une baie réseau, puis ça faisait les sauvegardes. Et puis, on étiquetait à la main comme les zips horodatés. Et puis, il n'y avait pas non plus de sauvegarde de mise à jour automatique. Il n'y avait pas d'accès en remote. C'est-à-dire qu'avant la mise en place des VPN, qui ne sont pas si vieux que ça, finalement, c'était difficile d'accéder à son travail de l'extérieur. Et puis, il y avait un gros problème qu'on rencontre maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de scalabilité. Donc, la scalabilité, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, si jamais aujourd'hui j'ai du matériel qui est adapté pour 1000 utilisateurs, 1000 employés, demain mon entreprise explose et tout se passe super bien et j'ai 2000 employés, comment je fais pour doubler facilement, voire plus, mon matériel, avec tous les inconvénients qu'on a cités jusqu'avant. Et puis, c'était aussi difficile de faire évoluer le matériel parce que les cartes mères ont des tolérances maximales dans les CPU et dans la RAM. Donc, il fallait régulièrement changer de matériel, etc. Et puis, l'Internet évoluant, les datas grossissant, on a commencé à avoir de nouveaux besoins, commencé à avoir un besoin de stockage qu'on appelle finalement plus ou moins illimité. C'est ce qu'on a, nous, maintenant, dans notre quotidien. On a du stockage plus ou moins illimité. Puis on a eu besoin de puissance de calcul parce que on avait de plus en plus de données, on savait faire de plus en plus de choses, et donc il nous fallait des ordinateurs de plus en plus puissants. On n'avait pas forcément ni les moyens, ni les compétences internes pour les mettre en place, ni la place pour changer notre matériel de manière aussi fréquente qu'évoluaient nos data et nos usages. On avait besoin de beaucoup plus de ressources, on avait besoin aussi de beaucoup plus de flexibilité, c'est-à-dire que
Je parlais de scalabilité tout à l'heure. Si un jour, votre entreprise double, vous avez 2000 personnes, vous achetez 2 fois plus de matériel. Mais si après, il se passe une catastrophe et que vous revenez à 500 personnes, vous avez du matériel qui tourne pour rien, qui est sur vos bras. Donc, il y a vraiment un besoin de mise à l'échelle, on appelle en français, montant et descendant. Et puis, on a eu besoin de plus en plus aussi de parallélisation, donc de faire tourner plusieurs machines en même temps. Et ça, fut un temps, le matériel d'avant ne savait pas bien le faire. On a eu des besoins de reproductibilité, c'est pas facile à dire ça. La reproductibilité, je vais vous donner un exemple tout simple. Tous ceux qui ont fait du dev, vous l'avez déjà vécu. Vous faites un développement et puis vous mettez votre travail sur un dépôt Git ou sur un dépôt Sven pour les plus anciens. Et puis le client teste. Et là, le client vient vous dire bah ouais, mais là, ça ne marche pas. Et la réponse du développeur bah ouais, mais moi, sur mon poste, ça marche. Bon, on va mettre ton poste en production là. Donc, il y a eu des vrais problèmes en fait là-dedans. Donc, on a cherché des outils, des manières comment dire, de reproduire le process et donc de faciliter la mise en production, ou en tout cas le clonage, je ne sais pas trop quel terme utiliser ici, de la machine. C'est-à-dire que concrètement, quand vous utilisez votre machine avec une Debian, avec tant de RAM, tant de CPU, telle version de PHP, telle version de Python, telle version de machin, on a mis en place des outils qui... alors justement, Shido, justement, c'est ça en fait le problème, ça venait essentiellement des librairies. On a des serveurs qui avaient été configurés différemment. Par exemple, sur un serveur Windows, ça arrive souvent que tu installes un paquet et qu'il manque un DLL, par exemple. Dans les mises en production, c'était pareil. Par exemple, en PHP, il manquait une extension. Ou alors, il y avait un mode sur Apache qui n'était pas activé, ou il y avait une mise en ligne, une mise à jour qui n'était pas faite. Donc, on se retrouvait avec des différences fortes entre la machine du développeur qui met à jour et le serveur sur lequel tu déployais. Et donc, du coup, voilà, ça posait des problèmes. D'où, effectivement, la fameuse conteneurisation. Parce que concrètement, même si on utilisait pendant un moment donc, les serveurs mutualisés, vous n'avez pas du tout la main dessus, donc vous êtes un peu dépendant de ce qui se passe en termes de maintenance. Même si vous preniez un VPS, il suffisait que le développeur fasse une mise à jour sur sa bécane et que la mise à jour sur le VPS ne suive pas, on avait des problèmes. Donc, on a effectivement mis en place des outils comme Docker. Alors, on ne va pas l'aborder vraiment aujourd'hui, mais c'est pour que vous entendiez, vous habituiez à entendre ces mots-là. Donc, Docker, c'est un container, c'est-à-dire que ça met votre machine dans l'état où elle est, dans une sorte de boîte, avec les fichiers, la configuration, éventuellement les variables d'environnement, les versions des librairies que vous utilisez, etc., etc. Ça colle tout ça dans une boîte, ça prend cette boîte, ça ouvre la boîte et ça l'exécute sur le serveur. Donc, quelle que soit la configuration du serveur en face, ce qui compte, ça ne va pas être ce qu'il y a sur le serveur, ça va être ce qu'il y a dans votre boîte. Attends, on va prendre un exemple un petit peu plus simple et évitons de partir dans trop de... C'est bien de parler de Docker. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu aussi, comme ça ils entendent au moins parler de Docker une fois. Je vais prendre un exemple encore plus simple. Imaginez, vous écrivez un programme sur Windows, puis là vous le passez à votre copain qui utilise Mac. Ah, ça marche pas. Eh ben Docker, ça vous permet de résoudre ce problème. Voilà, prenons un exemple très simple. Voilà, tout simplement. Donc, allons-y Sylvain, on enchaîne. Est-ce que jusque-là, tout va bien là tout le monde comprend Sylvain parle des problèmes jusqu'à présent. Pourquoi utiliser le cloud? Alors, tu parlais au passé. Tu disais, oui, autrefois, on avait ces problèmes. On peut toujours avoir ces problèmes On a si on toujours ces n'utilise pas problèmes, le bien sûr. cloud. Donc, apparemment, là, les gens disent, oui, très bien, ça va. C'est ça. Oui, on a toujours ces problèmes-là. Ça permet de faire quelque chose, peu importe où est-ce, pas exactement. Mais on va dire que ça facilite, grâce au cloud, la reproductibilité des environnements. Voilà. On essaiera de refaire s'il y a des intéressés, on en reparlera un petit peu plus. Un peu Avec plus le cloud, tard. on facilite aussi les maintenances. Concrètement, quand avant vous aviez une entreprise avec 50 ou 100 ou 200 PC, vous aviez une maintenance à faire.
Alors, je ne parle pas des groupes policy, etc. sur Windows. Je vais prendre je vais euh, dire un peu ce qui m'arrange. Vous preniez votre clé USB, votre CD d'installation, et puis vous alliez faire votre mise à jour. Je schématise un petit peu. Maintenant, on a des outils, notamment Ansible et Terraform, dont on a parlé dans la dernière conférence, qui permettent de partir avec un poste maître et d'aller balancer des mises à jour ou d'aller faire des configurations sur n'importe quel poste qui soit chez vous ou en ligne sur AWS, sur Azure, sur peu importe le provider. Et on a eu évidemment des besoins d'automatisation pour aller rendre tout ce travail-là beaucoup plus simple. Du coup, comment ça s'est passé tout ça dans la vraie vie? Si on remonte un peu dans le passé, alors là, bon, c'est un peu plus vieux que moi quand même. Les vrais premiers pas, les vraies prémices de ce qu'on peut appeler le cloud computing, c'est arrivé dans les années 50 et c'est les grandes universités qui ont commencé à louer leur puissance de calcul. Donc, on commençait à avoir du matériel qui était assez puissant et avec des capacités assez correctes, puisque les universités en avaient même un petit peu trop. Donc, pour rentabiliser un petit peu le matériel qui est encore très coûteux, ils ont commencé à louer de la puissance de calcul aux gens qui en avaient besoin. Mais alors, comment Et est-ce qu'ils puis, le louaient? Tu vois, là, c'est une vraie question de ma part, pour le coup. À l'époque, il n'y a pas Internet. Comment ça se passe? Ils le font comment? Il y a non, des gens alors je qui pense, viennent de l'université, ouais, je pense que, alors j'ai pas vraiment creusé parce que c'était nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus après, mais Oui, bien je sûr, pense, mais tu sais, moi j'aime je pense toujours les qu'on peut sources. imaginer. Concrètement, j'avais lu un bouquin de ce que faisait Bill Gates à l'époque où il développait. Lui, ils avaient des accès aux salles informatiques et il profitait de la puissance des ordinateurs pour faire son développement à lui, qui n'était pas encore Microsoft à l'époque, mais c'était un codeur fou, Bill Gates. Et les gens, les personal computers n'avaient pas la puissance qu'avaient les PC des universités pendant longtemps, donc ils ouvraient des salles informatiques, ils ouvraient des accès et ils mettaient à disposition, sous je ne sais pas quelles conditions, leurs ordinateurs beaucoup plus puissants aux chercheurs, aux développeurs, aux universitaires, etc. Et il n'y avait effectivement pas Internet à ce moment-là. Je ne sais pas si on Je peut pense que parler de c'était cloud le début des computing, c'est salles info, je simplement pense. tu viens, tu loues la salle, tu dis bon, bah je voudrais, je sais pas de combien de puissance de calcul j'ai besoin, branchez-moi juste sur vos super ordinateurs, et puis Ouais. ayez un algorithme qui calcule de combien j'ai besoin, et puis voilà, on calcule mon besoin. Et ouais, du coup, voilà, ils allaient, ça a commencé comme ça. C'était pas vraiment le cloud en tant que tel, mais c'était cette notion de ressources partagées qui va être prédominante ensuite. Ça fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que dans les années 60, l'université de Stanford et le département de la défense américaine, du coup, commencent à avoir des premières réflexions et des premières formalisations de ce qui va vraiment devenir le cloud computing, c'est-à-dire voir le cloud comme une utilité, comme quelque chose d'utilité publique, comme un réseau qui permet d'accéder à la data de partout. Et on commence à retrouver en grande partie le cloud comme on le connaît maintenant. Du coup, ça a commencé avec le déploiement d'Internet. Bon, vous voyez sur la file, hein, euh, il y a un gros creux quand même jusqu'au début des années 2000, là où Internet a commencé à vraiment se populariser, même pour les entreprises. Et on a ce qu'on appelle un cloud hybride. Du coup, un cloud hybride, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé tout à l'heure du on-premise. Nous, ce qu'on connaît maintenant, c'est full cloud, c'est-à-dire qu'on utilise, je n'ai pas spoilé la suite, mais on utilise des services sur le cloud. Pendant un moment, il y a eu une grosse partie, il y en a toujours encore maintenant, de cloud hybride. Ça veut dire que les grandes entreprises continuaient de garder des informations sur leur data center, mais commençaient de plus en plus à euh, faire des transitions, ce qu'on appelle aujourd'hui la transition numérique, hein, de plusieurs services dans le cloud, au fur et à mesure des possibilités que nous offraient les différents providers. Et puis ça s'est forcément vachement accéléré. Le début du big data avec une faute à prémisse, le début du big data dans les années 2005,
Et du coup, bah, de plus en plus de besoins, très très forts. Et là, ça s'est évidemment euh, développé de manière exponentielle. Amazon qui commence à développer donc sa fameuse EC2, donc les machines de calcul, qui met en place S3, donc son serveur de stockage, qui est suivi rapidement par Heroku, donc qui permet d'aller euh, déployer des applications de plusieurs langages sur le cloud sans avoir besoin de laisser sa machine tourner, sans avoir besoin d'un FTP, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Google Cloud arrive dans les rangs en 2008, et puis après, bah voilà, les concurrents arrivent, Microsoft Azure, Zoom, Slack et tous les outils que vous connaissez, jusqu'à avoir tout un tas d'outils qui, eux, se sont spécialisés sur la big data, notamment Spark, Hadoop, etc. Voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a eu tout un tas d'outils qui sont venus se greffer sur toutes ces premières réflexions-là. Du coup, on peut commencer déjà à, faire une première comparaison. C'est gentil, Austin, merci beaucoup. On-premise, on l'a dit, beaucoup de coûts. L'avantage du cloud computing, c'est un modèle qu'on appelle du pay as you go. Pay as you go. Concrètement, quand vous allez sur Google Drive, il vous offre, donc c'est un modèle freemium, il vous offre, je crois que c'est 1 giga ou je ne sais plus combien c'est. Si vous avez besoin de plus de ressources, il vous suffit de payer et tout de suite, dans l'immédiat, tout de suite après votre paiement validé, vous avez accès à plus de ressources. Et ça, c'était quelque chose qui était impossible avant le cloud. On devait gérer le bâtiment, le matériel et toute la sécurité qui allait autour. Tout ça, c'est complètement décentralisé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas Guillaume qui s'occupe des data centers de Google. Nous, on ne fait que profiter de ce qu'ils nous mettent à disposition. On devait gérer du recyclage. Là, c'est pareil, on n'a plus du tout de serveur, donc c'est complètement décentralisé pour nous, il n'y a plus besoin de gérer ça. On avait des difficultés à faire des backups. Maintenant, il y a des snapshots qui sont automatisés, voire gérés directement, automatisés par nous ou gérés directement par le provider. Je mets des petits astérisques ici parce que ça dépend aussi du pricing qu'on prend, évidemment. Les mises à jour, c'est pareil. Il y en a quand même une partie qui sont gérées automatiquement par le provider. Quand vous allez acheter un serveur mutualisé chez OVH, ce n'est pas vous qui gérez la maintenance, les mises à jour de sécurité de tous ces équipements-là. On parlait tout à l'heure de difficultés d'accéder en remote, de l'extérieur donc. Maintenant, le cloud computing, vous êtes connecté H24 de votre tablette, de votre téléphone, même de vos montres. Maintenant, tout ça, ça ne pose plus du tout de problème. Et on parlait surtout de la grosse difficulté, et c'est de ça, je pense moi que c'est grâce à ça que le cloud a vraiment décollé aussi, c'est qu'on n'avait pas de scalabilité, on ne pouvait pas grossir les ressources ou baisser les ressources. Mais ici, il suffit d'un clic et votre machine virtuelle, vous doublez, vous triplez, vous quadruplez sa puissance. Maintenant, il y a des machines virtuelles qui montent jusqu'à plusieurs centaines de gigas de mémoire. Donc voilà, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Ouais, ça serait bien de demander parce que tu donnes quand même beaucoup d'informations. Donc, est-ce que tout est clair? Moi, j'ai envie de vous dire vraiment, parce que Sylvain a parlé d'énormément de choses. Il faudrait revoir tous les slides. Je pense que tu les partageras parce que c'est ce que tu fais Ouais, je les toujours. donnerai sur Discord. Mais parce qu'il y a eu énormément d'informations, la scalabilité, mais justement, enfin, l'accessibilité aussi. Mais moi, si je devais vous en donner juste un, voilà, c'est la scalabilité, c'est celui que tout le monde comprend. Imaginez, vous êtes une entreprise, et puis demain, vous avez besoin de 2 fois plus de ressources. Eh ben, avant les années du cloud, façon de parler, comme Sylvain nous le montrait sur sa timeline, il suffit de les reprendre. Ah, on était bien embêtés, on se disait, il nous faut plus de serveurs, il nous faut plus de locaux, il nous faut plus d'argent, etc. C'est un investissement risqué. Il y a plein d'inconvénients à tout ça. Il a parlé de la maintenance, de plein de choses dont on ne pense même pas parler d'habitude. Et j'ai aussi envie de vous dire à vous, maintenant imaginez, vous n'êtes pas une entreprise, mais vous êtes votre propre entreprise. Vous, là, vous développez une super application, un truc absolument génial, et vous dites, ah c'est embêtant, comment je fais pour le déployer? C'est là qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais pouf, aujourd'hui, grâce au cloud, voilà, vous pouvez utiliser la puissance de calcul, par exemple de Microsoft Azure, et vous mettez votre truc et vous vous adaptez
quasiment en temps réel aux besoins de puissance, de vitesse, au flux que votre application nécessite. Voilà, parce que si demain si la première journée il y a 100 utilisateurs et que au bout du premier mois vous êtes 1 million d'utilisateurs sur votre application, c'est génial, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Je vois qu'il y a des questions qui sont très intéressantes à propos du cloud décentralisé. Je pense pas qu'on en parlera, hein, parce que c'est quand même un Non, autre sujet. pas aujourd'hui. On pourra, moi j'aime beaucoup parler de tout ça, surtout qu'il y a quelques années j'avais suivi une formation j'avais acheté une formation pour développer des smart contracts en 2019, et je m'intéressais beaucoup à tout ça. On pourra en parler. Moi, j'aime beaucoup parler de tout ça. J'en parle pas souvent. C'est un peu trop loin par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Mais Oui, ce serait une bonne suite, ouais. oui, carrément, carrément, carrément. Bon, je te Un laisse tour sur la poursuivre. frise technologique, peut-être, ouais. Je te laisse poursuivre. Du coup, maintenant qu'on a vu pourquoi on avait besoin du cloud, bah, finalement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous en connaissez? Donc, concrètement, le cloud, c'est un ensemble de services à la demande, accessibles en ligne et qu'on paye à la consommation. Donc, premier interro, à quoi ça vous fait penser, ça? Est-ce qu'il y a des noms de services, d'entreprises qui vous viennent en tête quand on dit ça? Donc, un ensemble de services à la demande, accessibles en ligne, payés à la consommation. AWS, ouais. Vous en connaissez plein. Il suffit d'ouvrir votre téléphone. OVH, Azure, ouais. Ah, vous cherchez loin aujourd'hui, hein. Ok, ok. Vous n'avez pas plus des trucs plus Ouais, là, vous quotidiens? nous parlez surtout de technologie ou de service cloud. Il y a des choses que vous utilisez, voilà, les services Voilà, de très bien. GOD, par exemple, voilà. Uber Ok, donc les Eats. services de GOD, voilà, Gmail, etc., etc. Ah, ça, c'est ça que je voulais voir. Le Drive, tout Ils ça, ont tous ouvert un exactement. téléphone pour se dire qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone. C'est ça. Non, mais en fait, j'en ai plein. Bah ouais, en fait, vous Bien en sûr. avez plein. Il y a même quasiment plus que ça, en fait. Ça ne fonctionne Tout qu'avec ça, le cloud. c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des services SaaS, Software as a Service. Donc des applications qui sont créées en tant que service. Concrètement, voilà, accessible via votre navigateur ou votre téléphone ou via, peu importe. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, vous créez un compte ou pas, ça dépend du service, et vous utilisez le produit. Voilà, tout simple. Ça, c'est un service SaaS. Que ce soit du gratuit, du freemium ou du service payant, vous n'avez pas eu besoin de gérer le serveur, vous n'avez pas besoin de gérer l'OS, vous n'avez pas besoin de savoir comment c'est développé, vous n'avez pas besoin de savoir s'il y a des mises à jour, etc. On a Netflix n'est pas payé, Akalithorax qui nous dit que Netflix n'est pas payé à la consommation. certes, mais pour autant, ça reste un service cloud. Cela dit, ce n'est pas entièrement vrai, puisque si tu veux plusieurs users, il faut que tu payes plus. Ce n'est pas une Ils vont peut-être consommation comme changer ça, ça, oui, dans les prochains temps, ils ont dit. Mais c'est un service supplémentaire. on parle pas De de nous qui la même payons. manière que Spotify. On parle pas de nous on ne parle pas des utilisateurs qui payent, on parle de Netflix qui paye leur service cloud. De quoi? Je précise juste que ce que Sylvain euh, explique, c'est l'entreprise qui paye le service de cloud. Voilà. Non, 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 non. Ah Je non, c'est parle pas bien ce de que tu veux service dire? SaaS où c'est vous, l'utilisateur, qui utilise un software en tant que service. Je parle pas de ça, je parlais de ton slide d'avant. Je parlais de ton slide d'avant, il y a Ah, quelques du slide personnes qui nous d'avant disent d'ici là. Uber, je sais plus, quelqu'un avait aussi écrit quelque chose. Ah oui, c'est pas payé à la conso. Mais Max Tut, je sais pas de quoi il voulait parler. Mais voilà, et des gens qui disaient, mais on paye pas C'est à pas, la consommation. Mais ce c'est qu'on... pas forcément, c'est pas forcément ça non plus. À ce moment-là, WordPress n'est pas non plus payé à la consommation, sauf que vous avez forcément plus ces produits-là. WordPress, par exemple, c'est un produit freemium. C'est un service SaaS où si vous avez besoin de plus de choses, du support, etc., vous pouvez, de l'hébergement, vous pouvez payer à la consommation. Ça n'empêche pas que c'est du software que vous utilisez en tant que service. Vous n'avez pas développé Netflix, vous n'avez pas développé Spotify, vous n'avez pas développé Google Drive, etc. C'est dans ce sens-là que c'est un service. C'est l'entreprise
vous met à disposition son software. Qu'après, il y ait des fonctionnalités payantes ou pas payantes, que ça ouvre plus de choses ou pas, c'est peu importe. C'est le fait de vous mettre à disposition un software via le cloud. Oui, Donc, concrètement, c'est plus clair dit comme ça, par rapport à payer à la consommation. Voilà. bah, le payer à la consommation, il s'applique surtout là pour le coup au Drive, au cas de Duo, parce que Dropbox, le Drive, après les deux autres, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, je n'ai pas trop les idées. Mais le Drive, Google Drive, quand vous avez votre giga gratuit, si vous voulez plus de place, bah, vous sortez la carte bleue, vous payez un abonnement en pricing supplémentaire et donc tout de suite, vous avez de l'espace en plus. Et si vous n'en avez plus besoin, bah, vous arrêtez votre abonnement et vous avez de l'espace en moins. Voilà, c'est Alors dans ce Shadow sens-là où nous... c'est payé à la consommation. Je pense que c'est clair, je pense que c'est clair. Shadow nous pose une question plutôt sympa. Si moi je dev un Est-ce que site, je fais du SaaS vu que je dois avoir un hébergement, non? Non, parce que, enfin, on va dire que ça dépend de ton modèle. C'est Ça dépend de exactement ton ce que business model. Shymist nous explique. Mais vas-y, continue. Si ton client Comment ça héberge marche. le site sur un de ses serveurs, ce n'est pas du SaaS. Je suis pas d'accord avec ça. Mais on en rediscutera pendant les questions, Ok. si on fait une phase de questions. Moi, je pars plutôt du principe que ça va dépendre de ton business model, en fait. Mais quand on aura revu tous les niveaux de responsabilité, on verra après. OpenStack, on va en parler tout à l'heure, Iba. Parce que j'en étais. Oui, donc d'autres avantages du SaaS, je parlais de WordPress tout à l'heure, c'est qu'avant, vous deviez, quand vous vouliez créer un site internet, comme disait Shaido, eh ben, il vous fallait avoir un éditeur de texte, il vous fallait avoir un serveur FTP, enfin un client FTP pour envoyer les fichiers, etc. etc. Mais maintenant, vous allez sur WordPress et vous pouvez créer un site en 30 secondes et vous utilisez leurs produits directement en tant que service. Est-ce que c'est à peu près clair du coup tout ça? On va revoir après que les niveaux de responsabilité, ça va vous revenir un peu plus simplement. Yes, Ok. impec. Max Total a l'air d'être Du ok coup, j'ai avec vu ça. d'autres choses de citer tout à l'heure. Il y en a qui connaissent bien le sujet. Donc, il y a le niveau du dessus qui s'appelle le PaaS, Platform as a Service. Donc là, on est à un niveau du dessus. C'est un modèle cloud qui fournit une plateforme qui est beaucoup plus complète. Là, ils nous mettent à disposition le matériel, les logiciels, l'infrastructure avec lesquels on peut directement, nous, plus que ce que disait tout à l'heure Shaido, développer, exécuter et gérer des apps et les mettre à disposition. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec ce que disait un de nos collègues tout à l'heure. Tu peux tout à fait utiliser du PaaS pour faire un service SaaS. Ce n'est pas un problème. Tout ça, ça nous permet de nous affranchir de toute la gestion matérielle et de l'OS pour faire tout le développement dont on a besoin. Alors une question dans le chat. Est-ce que Azure, c'est un pass? Azure, ça dépend l'usage qu'on en fait, en fait. Pour moi, c'est plutôt, alors je vais revenir là directement, ça va peut-être plus vous parler. En fait, les clouds, ça dépend ce qu'on en fait. Si tu utilises juste Google Drive ou Azure S3, c'est que du SaaS finalement. Si tu utilises EC2, tu vas être plutôt sur du PaaS. La frontière entre PaaS et IaaS, c'est assez touchy, hein, parce que vous voyez, il n'y a quand même pas grand-chose. Runtime, middleware, ça ne parle pas forcément à tout le monde. La gestion de l'OS, quand vous prenez un EC2 avec une image, c'est du PaaS. Quand vous prenez une machine virtuelle vide, c'est du IaaS. Donc IaaS, Infrastructure as a Service, ça veut dire que vous allez gérer l'OS en plus du reste. Donc je vous parlais tout à l'heure, on va reprendre, si on reprend les zones en bleu, le on-premise, c'est tout chez vous, tout en entreprise. Vous gérez tout depuis le réseau, le stockage, les serveurs, la virtualisation, l'OS, les data, l'application, le recyclage, la sécurité, etc. etc. Tout ça, c'est vous devez tout faire et vous êtes responsable de tout ça. Si vous passez de l'autre côté du spectre en SaaS, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous utilisez Google Drive, vous n'êtes responsable de rien du tout. Vous ne gérez
ni la mise en réseau de Google, ni la taille de leur serveur, ni l'achat de leur serveur, ni la mise à jour de leurs ordis, ni leur gestion, leur backup de data, rien. Vous n'êtes responsable de rien du tout. Et quand tu Et entre utilises les deux, WordPress, alors quand on utilise WordPress, ça dépend. Si on l'utilise sur wordpress.com ou .org, enfin si on l'utilise en déploiement chez eux, on est en ouais. SaaS, puisqu'on ne s'occupe de rien. Et si on veut le faire nous, comme on le fait sur le site de Machine Learning, on est plutôt dans un pass, puisque on bénéficie d'une machine virtuelle sur laquelle on a un OS installé, et nous, on se contente d'installer la couche applicative et la gestion des datas. C'est pour ça qu'on fait l'installation du WordPress, ça c'est l'application, et on va gérer la base de données qui va être la partie data. Donc, il y a toujours une frontière un peu floue entre Alors, selon comment on utilise les services. je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille là-dedans. Et je ne connais pas en seconde, on était en 2008 à l'époque, hein, justement. Premier iPhone, tout ça, tout ça. Je comprenais pas tout ça, moi. Je me disais, mais c'est quoi IaaS, PaaS, SaaS? C'était vraiment ces trois-là, déjà à l'époque. Euh, il me disait, réfléchis de quoi tu as besoin, juste. Parce que t'as pas C'est ça. forcément besoin de tout. Donc je vous le dis, et ça m'aidait à mieux comprendre. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un software? Est-ce que tu as besoin d'une infrastructure? Et tu as peut-être le software que tu veux toi-même développer, mais tu as juste besoin d'une infrastructure, après tu fais ce que tu veux dessus. Ça dépend vraiment de vos besoins. Donc c'est pour ça qu'on dit as a C'est ça. service. Voilà, de quoi vous avez besoin. Parce que ce qui nous a montré Sylvain sur les premiers slides, je dirais juste ça, hein, après je te redonne la parole. Rappelez-vous ce qu'il vous a montré au tout début de la conférence. Il y a des problématiques, il y a des besoins, et il y en avait beaucoup. On en a vu des tonnes. Vous pourrez revoir là dans le replay, il y en a beaucoup. Et peut-être que vous vous dites, ah mais j'ai pas besoin de ci, ou j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai juste besoin de scalabilité, de plus de vitesse, de ci, de ça. Moi le software je l'ai peut-être déjà. Voilà, c'est de là que viennent ces différents types de cloud, on pourrait dire ces différents types de produits ou de services. C'est ça. Il y a, Euh, je vous prends encore un exemple. Là, quelqu'un disait, moi j'ai envie de développer mon propre site internet. Bah justement, là, soit- sauf si tu le développes entièrement avec un outil préconçu comme le WordPress très basique, ou il y a des sites comme Wix aujourd'hui, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ou bien je prenais un autre exemple tout à l'heure aussi. Je vous disais, ah, vous développez votre application de reconnaissance faciale ou de je ne sais pas quoi, de détection des champignons vémineux dans la forêt. Et vous l'avez faite, c'est bon, elle est là. Mais vous voulez juste la déployer de façon pour qu'elle soit infiniment scalable, mais que ça s'adapte toujours à vos besoins, pas que vous payiez trop. Ben voilà, là vous irez pas sur du SaaS, là vous irez sur du IaaS sans doute. il y a Ça peut une dépendre. autre, une autre manière de le dire, c'est ce qu'on dit d'habitude, hein, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc, du coup, qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer comme responsabilité? À Est-ce que l'autre qui vous me êtes prêt à inspire assumer la David. responsabilité de vos mises à jour? Auquel cas, bah, vous prendrez du IaaS. Ou est-ce que vous êtes plutôt prêt à avoir la responsabilité? Bah, bon, allez, peut-être, moi, je me débrouille avec mes backups. Par contre, bon, bah, vous gérez votre VM et compagnie parce que bah, ce n'est pas trop mon truc, je ne sais pas trop le faire. Il y a toujours un équilibre à faire entre vos besoins et les compétences dont vous disposez en entreprise aussi, évidemment. Euh, je récupère ça. Du coup, on a vu le SaaS, le PaaS, le IaaS, le on-premise, mais en fait, ce qui est rigolo maintenant avec le cloud, c'est qu'on est plutôt en XaaS. On a des tonnes et des tonnes maintenant de quelque chose as a service. Donc maintenant, deuxième question, ça ne compte pas pour le quiz, hein, ces questions-là. Deuxième question, est-ce que vous connaissez d'autres quelque chose as a service, avec les produits associés, évidemment? Allez, le chat. Allez, on compte sur vous là. Je compte sur vous. En plus, vous en connaissez, hein. On en a cité déjà quelques-uns. Passe. Oh là là. Passe. Code as a service. Ouais. Code as a service, ça existe. Ouais.
C'est bien parce que je ne l'ai pas mis. Ah, CAS. Ah, c'est bien, il y a des choses que j'ai mis et c'est cool. IA as a service, ouais, très bien. C'est sérieux, IA as a service? Vraiment, Ouais, ça? Bah oui, bah je suis c'est bête, tous les trucs c'est- Azure et c'est la tout. dénomination de l'AutoML en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, face, Oui, je l'ai dit avant, oui, face. il y en a plein. Ah, bah, c'est bon. Alors, le X, a priori, celui-là, je ne le connais pas. C'est la dénomination globale, le X. Alors, vous en avez cité pas mal, hein. Donc, X as a service, c'est devenu un nouveau modèle. Et quand vous y réfléchissez bien, c'est quelque chose qui existait déjà. Avant, quand vous allez chez le loueur, bah, finalement, quelque part, vous utilisez le véhicule comme un service. Donc, c'est déjà quelque chose qui existait depuis longtemps, en fait, dans le monde physique. Le véhicule était acheté, assuré, réparé, entretenu, recyclé par le loueur. Et vous, vous êtes en pay as you go, c'est-à-dire que vous payez pour la durée, le kilomètre que vous voulez. Ça existait déjà avant dans le monde réel. Maintenant, avec la puissance du cloud, ben, on a commencé à développer plein de services. Donc, le machine learning as a service ou l'IA as a service, avec tous les dispositifs d'auto-ML. Il y en a un qui a mis CAS. Alors, ce n'est pas Patricia, c'est Knowledge as a Service. C'est la connaissance en tant que service. Donc, par exemple, Khan Academy, Open Classroom, j'en passe et des meilleurs. On a la Database as a Service. Donc, par exemple, Snowflake, MongoDB Compass, qui permettent d'aller accéder à des bases de données directement hébergées sur le cloud, avec des sauvegardes qui sont gérées par eux sur le cloud. On a, petite blague au passage, bah oui, on a la Data as a Service, donc Amazon S3, Google Bucket, tous les drives que vous connaissez. On a le Game as a Service. Donc ça, Game as a Service, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui savent que ça se caractérise comme ça. Pourquoi j'ai mis cette icône-là? C'est parce qu'en fait, c'est les MMO qui ont commencé à mettre ça en place. Et ça s'est fait avec notamment World of Warcraft. Et on s'est devenu avec des modèles de pay as you need. Donc maintenant, dans les jeux, Arnaque as a Service, ça existe aussi. Ouais. Dans les jeux, maintenant, on a des Très pay bien to ça, win. j'aime bien. On a des pay to win. On a des jeux dans lesquels on paye pour avoir des cosmétiques. Dans League of Legends, dans Fortnite, dans Counter. On a tout un tas de systèmes de microtransactions et ça s'appuie de plus en plus sur le cloud puisque maintenant, on a des systèmes comme ça dans la blockchain. On a de plus en plus de paiements en crypto-monnaie. Les paiements intégrés, s'ils sont associés au jeu, ouais, on considère ça comme du gaming as a service. Alors, il y a quelqu'un qui a Le- posé une très bonne question, Guillaume. Pourquoi s'embêter avec cette nomenclature? D'ailleurs, je vois qu'il y a ma tête qui bloque le bank as a service. Bon, voilà, comme ça vous le voyez. Alors, j'y viens justement. Je vais les réexpliquer, Bank as a Service. C'est pas une nomenclature en tant que telle, c'est plutôt pour cataloguer des modèles. C'est pas, il faut donner un nom aux choses et de la même manière qu'on avait Software as a Service, Platform as a Service, etc. On a commencé à développer d'autres systèmes et voilà, ça permet aux gens de s'y retrouver. Alors, effectivement, je te rejoins, Guillaume, ça n'a pas forcément un intérêt pour le monsieur et madame tout le monde de connaître ça, mais ça a un intérêt pour l'écosystème qu'il y a autour, et notamment les développeurs. C'est un dialecte, en fait. C'est un dialecte comme on peut avoir des mots de vocabulaire dans les métiers manuels. Hein. C'est rien de plus que ça. Ouais, alors, je vais vous dire quand même, Comment moi, différencier? Vas-y, ML vas-y. as a service, tous ces trucs-là, ok, mais moi, j'ai jamais dit en allant sur. Bon, je suis jamais allé sur Khan Academy, mais je sais pas, Coursera, par exemple. J'ai été sur Coursera, j'ai déjà acheté des cours il y a quelques années. Je me suis jamais dit c'est du knowledge as a service. Mais je suis pas un grand praticien du cloud, hein, sachez-le. Moi, c'est pas ma Ouais, spécialité, le cloud. les devs utilisent vraiment ces acronymes, ouais. Ouais, ouais. Très bien, c'est une Les information devs utile. utilisent ces acronymes. Euh, Après, très honnêtement, dans la vie de tous les jours, si moi je dois vous parler, je ne vais pas dire data as a service. Je vais vous dire Amazon S3. Mais de la même manière que tout le monde utilise du SaaS et personne ne dit que c'est du SaaS. Vous dites, tiens, je vais sur Netflix ou je mets mes fichiers sur le Drive ou je te Slack.
Tout ça, du langage parlé. Et derrière, il y a du langage du dialecte un peu plus technique qu'on utilise au sein des métiers. On va Comme dire moi, que je c'est pourrais tout à utile, fait ne me serait-ce tromper. que, on va dire que c'est utile, ne serait-ce que pour le schéma mental de tout le monde de se dire ah tiens ça c'est du data as a service tout comme tel autre C'est ça, produit ou voilà. c'est Ça ça. peut être utile pour Alors, ouais. alors justement, du coup, est-ce que c'est pas un argument de vente ou commercial? Si, je pense que c'est un, c'est du buzzword, c'est du paradigme, c'est tout ce qu'on veut. Il y a eu du SaaS, du PaaS, du IaaS. Donc, la première personne qui a inventé le ML as a service, les gars ils se sont dit, oh bah tiens, moi je vais dire database as a service. Mais enfin, c'est dans l'ordre des choses. On les emploie quand on cherche un fournisseur, bien sûr. Je suis d'accord. Après, effectivement, il y a des acronymes qui sont identiques, notamment Security as a Service. Alors, pour continuer un peu sur les différentes choses, euh, Security as a Service, c'est parce que du coup, un service cloud nous fournit des prestations de sécurité. Par exemple, McAfee, il y en a plein d'autres, nous fournissent des prestations de data loss protection, donc protection contre la perte de données. On a du management d'intrusion, on a de la prévention de menaces, on a des infos de sécurité. Et finalement, encore une fois, je vais refaire un parallèle avec le monde réel. Quand vous allez voir Verisure et je ne sais plus comment s'appelle son concurrent, c'est exactement la même chose. Vous déléguez à une entité qui ici est physique, mais quand c'est dans le cloud, vous déléguez à une entité euh, online, vous déléguez à Verisure votre sécurité et la gestion de votre maison. Là, c'est exactement pareil. Vous déléguez à McAfee la data loss protection. Vous déléguez à Amazon S3 la gestion, la sauvegarde de vos données. C'est eux qui sont responsables de vos données, de la même manière que Verisure est tenu responsable s'il y a un intrus dans votre maison. Quid de la confidentialité, c'est un autre sujet. On ne doit pas forcément parler maintenant, mais normalement, tous ces acteurs-là sont soumis à la RGPD, qu'elle soit européenne ou internationale. Ils ont tous des préceptes et des lois à suivre en protection de la donnée, qui suivent plus ou moins bien. C'est pas le sujet du jour. Mais normalement, tous ces clouds-là, tous ces outils-là, comme les magasins, comme les sites marchands, ont des conditions d'utilisation que vous êtes censé avoir lues et acceptées, même si elles font 4000 pages. Le pass, du coup, ça vous connaissez, Stripe, PayPal et compagnie. Ça vous permet d'aller déléguer le paiement à une entité, c'est-à-dire que ce n'est pas à vous d'aller acheter un terminal de paiement ou vous mettre en collaboration avec une banque pour gérer le paiement de vos clients. C'est Stripe qui gère tout ça. Et s'il y a un problème, c'est Stripe qui est responsable. Et la banque as a service, c'est assez particulier, ça c'est assez nouveau. C'est des, des banques en ligne qui sont parties d'un constat. Elles voulaient être un petit peu plus transparentes. Donc, elles ont commencé à ouvrir des API pour qu'elles puissent justement offrir la banque en tant que service, donc on puisse construire des choses autour de la banque et donc considérer la banque comme un service. Est-ce que jusque-là, c'est tout clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des idées? Les fournisseurs sont soumis aux normes ISO, bien sûr. On a des normes ISO, on a des normes ISO, on a des conditions d'utilisation, on a les RGPD pour tout ce qui est Europe, on a des cookie banners en Europe, alors qu'il n'y en a pas aux États-Unis, mais normalement, eux, ils ont aussi leurs règles. Et il faut savoir aussi, c'est pour ça que Google a été embêté il n'y a pas longtemps, c'est que quand vous offrez un service sur un pays, dans un pays, vous êtes soumis aux lois de la data sur ce pays. C'est pour ça qu'il y a pas mal de soucis entre Google et les instances françaises et européennes. Crystal clear, nickel. Bon, comme ça, vous engrangez des points pour le quiz. Facebook aussi, ouais. Cloud providers. Allez, troisième question dans le chat. On vous a interdit de citer les trois principaux, parce que sinon, c'est pas drôle. Puis vous les avez déjà cités. À part Azure, AWS et Google Cloud, qu'est-ce que vous connaissez comme cloud provider?
Oh, tu me poses une colle là, moi. Là, j'ai pas la. Moi, Alors, je sais. il y a une personne qu'on a parlé tout à l'heure qui a dit, est-ce qu'on peut parler de... Alors, OVH, ouais. OVH? Ouais, OVH, ils font du cloud maintenant, enfin, Ah, depuis d'accord. quelques temps, ouais. Alibaba? Alibaba, ouais. C'est fou, oui, bon bah. Alibaba. Clever Cloud, je ne connais pas celui-là. Digital Remarque, Ocean, tout le ouais. monde peut, tout le monde peut se lancer, hein. Ah, Oracle. Digital Ocean, Oracle, Bien vu, IBM. Ah, vous Oracle, avez bien sûr. presque tout cité. IBM. Alors, NVIDIA, ils ont fait du service cloud pour le gaming avec le GeForce, comment ça s'appelait ça? C'était vachement bien d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est devenu Cloudera aussi, ouais. NVIDIA, ils ont développé du gaming as a service où on pouvait jouer avec GeForce Now, ouais, merci. On pouvait du coup jouer à tous les jeux, même sur les Mac, même sur les téléphones, etc. C'était génial. Il fallait avoir une bonne connexion, mais c'était vraiment bien. Du coup, bah, vous avez quasiment tous cité. Il y a OpenStack aussi, que quelqu'un dans le chat a cité tout à Ah l'heure. oui, bien Et sûr. ouais, il y a Alibaba aussi, ouais, qui a fait ça. Bah, de toute façon, il y avait Shadow aussi, ouais, exact. Donc bah, voilà, tous ces gens-là, c'est des acteurs du cloud. Il y en a plein d'autres, mais globalement, on a ici les 8 providers les mieux représentés. Ah, mais c'est ça. C'était le truc qui Shadow s'appelait Lobiten, Shadow. C'était un service de cloud pour le gaming. Ouais, c'est ça. C'était pas le même Shadow. Ah, d'accord. Alors du coup, si on reprend sur les trois Salesforce, je premiers, connaissais aussi. Ouais. Salesforce, je connaissais. Il y a ouais. quelqu'un que je connais bien qui utilise ça. Quelqu'un de ma Alors famille. du coup, si on reprend un petit peu les trois principaux, et là vous allez forcément retrouver des mots, des termes que vous avez déjà utilisés. Et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'important. Là, encore une fois, ce que je veux, c'est que vous connaissiez et que vous entendiez ces termes-là pour après reprendre éventuellement les slides. Il est Et ça, génial ton slide. Waouh, il est trop c'est bien cool. celui-là. Ah, ouais, il est Et cool ça, comme celui-là. ça, vous allez pouvoir savoir de quoi on parle quand vous utilisez, quand vous entendez Fargate. Voilà, par exemple. De quoi on parle, de quelle entité on parle. Et c'est super important parce que du coup, là, dans ce que j'ai cité, j'en ai cité 8, mais vous doutez bien que des features dans les cloud providers, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Euh, Là, j'ai un tout petit peu parlé du network, mais il y a tout un tas de choses. Quand vous allez sur un des trois providers et que vous tapez quelque chose dans leur menu, où vous allez dans afficher toutes les ressources, il y a des tonnes de choses. Les places d'écriture. Ça aurait été bien de faire une démonstration, mais on l'a déjà fait parce que Ah ouais, c'est c'est ça. basique. Mais je veux dire, c'est le premier truc. Même, en réalité, vous pouvez même aller... vous n'avez même pas besoin d'être chez Azure déjà, ou sur AWS. Vous allez sur leur site, tapez... Ouais, sur Azure ou sur AWS, un des deux, je crois que c'est Azure. C'est super... Enfin ouais, tu tapes littéralement ce que tu veux, et puis boum, t'as une... ouais, vous avez tout. Les docs sont assez bien foutus. Alors, Vous pouvez aussi tester, c'est-à-dire que sur les trois, vous avez 100 $, 200 $ gratuits et vous pouvez tout tester. Mais le problème, c'est que si vous testez à l'aveugle, c'est dommage parce que vous allez perdre en fait l'intérêt de la chose. Ouais, je suis d'accord, Sylvérian. Moi, je pense aussi que AWS a les slides les plus à jour déjà, les plus complètes. Enfin, j'aime bien les docs d'AWS. Je trouve que les docs de Google sont très complètes, mais hyper dures. Et Azure, Joker, au niveau des Azure docs. Joker. Je te Ouais. Alors, propose, je sais. je te propose Ouais. de passer en revue les 8 services. Bien Ouais. sûr, comme tu l'as dit juste avant, sur certains, il y a des milliers de services. Il y en Bien a qui sûr. se ressemblent un peu, hein, c'est des sous-services il y en a, des fois, vous allez taper, vous allez voir 10 services, vous vous dites, mais c'est quoi la différence entre ces 10 trucs? Ça fait toujours le même machin. Mais là, c'est vraiment des services qui sont très utiles, surtout les derniers qu'on voit là, pour la data science. Bah, Donc c'est ça. vas-y, on va commencer par le premier. Qu'est-ce que c'est le En fait, stockage? Celui-là, il est facile. là, ce que je vous ai mis là, c'est accès machine learning, hein. Forcément, vous vous doutez bien. Voilà. Donc, le stockage, ça va être quelque chose qui va vous permettre d'aller évidemment stocker tout un tas de choses, que ce soit du fichier à plat ou du fichier SQL ou du fichier Excel.
ou des vidéos, ou des images si vous voulez faire de la computer vision, etc., etc. Votre dataset, Ouais, c'est du on stockage. va pas, on va pas rentrer dans ce débat-là, Cana, mais oui, tous ces trois-là sont Cloud Act, bien évidemment. C'est pas le sujet du jour. Donc, ces trois-là ont des stockages différents. Donc, c'est Blob Storage, notamment chez Azure, S3 Buckets sur Amazon et Cloud Storage sur Google, sachant que tous ont aussi une surcouche, entre guillemets, à ce stockage pour faire ce qu'on appelle du data lake. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Quand on fait du machine learning, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin de computing, de puissance de calcul pour aller exécuter nos modèles. Et parfois, nos machines ne sont pas assez puissantes pour aller gérer de la computer vision sur 1000 images. Donc, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google Colab, on utilise leur plateforme, donc on utilise un service en SaaS, mais on peut aussi aller gérer de la manière qu'on veut, selon nos besoins, les VM chez Azure en utilisant Azure VM ou en utilisant EC2 chez Amazon ou en utilisant les Compute Instance chez Google. Et on va profiter de la scalabilité, du coup, en ayant la possibilité d'aller grossir ou réduire les performances de ces VM. Et d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus. Sur la scalabilité, il y a deux scalabilités. On a la scalabilité horizontale, c'est celle que je viens de décrire, c'est-à-dire de dire ma VM, je passe de 4 Go de RAM à 40 Go de RAM et je passe mon CPU de 6 Go à 160 Go. Ça peut aussi être votre Et, GPU, hein. hein, Le computing, c'est aussi le GPU. c'est aussi le GPU, bien sûr, Voilà. mais du coup, là, l'horizontal, c'est je modifie, je mets plus ou moins de ressources. Quand je fais de la scalabilité verticale, je multiplie les ressources. Pour ceux qui connaissent Kubernetes, ça va vous parler un petit peu plus. C'est notamment ce qu'on utilise quand on fait du load balancing. C'est pareil, je ne vais pas beaucoup plus loin pour l'instant. Quand on veut dupliquer ses backups, etc., on va faire de la scalabilité euh, horizontale pour aller du coup dupliquer ces VM. Justement, on parle de VM. Ces VM, elles sont stockées dans des conteneurs. Alors, Troisième truc. on a deux formes de conteneurs. On a les conteneurs simples, donc Azure Container, Fargate, Cloud Run, et on a des conteneurs justement sous format de pod, sous format de conteneurs. C'est Containerception, hein, avec un grand service qui gère tout ça, qui s'appelle Kubernetes. Donc, c'est Azure Kubernetes Service, Elastic Kubernetes Service, Google Kubernetes Service. Ils ne sont pas beaucoup creusés là-dessus. Mais du coup, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'aller faire de la réplication, du load balancing, d'aller modulariser vos applications, etc., etc. Alors, Tout ça, excuse-moi, vas-y. tu emploies un langage un petit peu abstrait pour les novices, là. Stockage et computing, les gens comprennent bien, évidemment. Oui, quand j'utilise mon drive, oui, je stocke des choses. Et puis le computing, avant, il y en a qui ont parlé de Shadow, enfin voilà. On a besoin de plus de RAM, on a besoin de plus de CPU, Mhm. etc., etc. Qu'est-ce que c'est un conteneur? Explique aux gens qu'est-ce que c'est un conteneur. Est-ce que t'as pas une analogie, peut-être? Le conteneur, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, le conteneur, c'est une machine qui va aller héberger des applications. Voilà, concrètement. Mais en fait, je vais vous le réexpliquer un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a un schéma qui est vraiment plus Ah, c'est bien si t'as un sur schéma. sur le cycle de vie du machine learning. Et du coup, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là pour l'instant, mais Ok, bien. concrètement, c'est ce qui va vous permettre d'aller mettre à disposition votre application, votre modèle, etc., etc. Alors Shadow qui dit un Concrètement, conteneur c'est Docker, oui c'est ça qu'on veut dire. C'est plutôt dans Docker, t'as des conteneurs. ouais, c'est compliqué. Enfin, ça nécessite sa conf à part entière, hein, cette partie-là. Donc tout ça, ça ne peut fonctionner sur Internet que s'il y a un accès réseau, donc network, hein, ça vous connaissez. Donc les trois services, c'est du Virtual Private Network, Virtual Private, je ne sais plus ce que c'est le C d'ailleurs sur. Bref, on a aussi des notions de machine learning. Là, c'est des notions où on peut faire
On peut utiliser des outils de machine learning, du Python, du Spark, etc., directement dans l'outil. Donc pour ça, on a une gestion de notebook avec des algorithmes natifs plus ou moins évolués, plus ou moins euh, customisables. Donc Azure ML, SageMaker, AutoML. On a ce qu'on appelle l'ETL, c'est-à-dire la gestion de pipeline de données, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agrège la donnée, qu'on transforme la donnée et qu'on charge la donnée. Extract, transform, load, Voilà, ETL. on va reparler pareil un petit peu plus tard Ouais. dans le cycle de vie. Donc tout ça, c'est pareil, un service qui existe dans chacun. Et on a une dernière chose qui est assez importante pour les gens qui font du machine learning ou de la business intelligence. C'est ce qu'on appelle un service de data warehouse. Alors une data warehouse, concrètement, vous prenez une étagère, vous mettez des pots qui contiennent la même chose bien rangée, et ça va permettre aux personnes qui vont utiliser l'étagère, À vos d'aller champs. retrouver les données dont ils ont besoin facilement et surtout de les transformer pour avoir des besoins. Concrètement, quand vous allez avoir un data warehouse pour Amazon, ça va permettre à vos analystes de savoir quels sont le nombre d'articles en moyenne qu'ont acheté vos clients, combien de temps en moyenne les clients sont restés, etc., etc. C'est ce qui va vous permettre d'aller faire de la business intelligence. BigQuery, très bon service quand même. Même si Google Cloud. BigQuery, ouais, très bon. Bah, ils sont tous très, très bons globalement. Après, c'est vrai qu'il y a une affinité qu'on trouve dans l'interface, il y a une affinité qu'on trouve dans la doc. C'est un choix après, mais globalement, voilà, ils font tous. Je ne pense pas qu'il y en a un qui soit vraiment plus à la bourre que les autres maintenant. Mais avantage du cloud, du coup, avant de passer au machine learning, bah, il y a moins de coûts upfront. Upfront, ça veut dire en amont. On n'a pas besoin d'acheter du matériel avant de pouvoir travailler, comme ce qu'on devait faire avant. On a beaucoup moins de coûts de maintenance, puisqu'on ne gère quasiment pas la maintenance. Un peu d'écologie, on a moins d'émissions carbone, puisqu'on travaille en ressources partagées. Donc, l'impact carbone est divisé selon les clients. On a une scalabilité qui est beaucoup plus facile. On a un load balancing qui est beaucoup plus facile, c'est-à-dire la répartition de la charge. On a des sauvegardes qui sont beaucoup plus faciles. On a des services de CDN, c'est-à-dire de géolocalisation pour servir les ressources qui est beaucoup plus facile. Et surtout, on ne peut ne payer que pour ce qu'on utilise. Alors, il y a aussi des inconvénients, hein. C'est des coûts qui sont récurrents, c'est-à-dire que le serveur, on le payait une fois, puis après, sauf réparation, on ne le payait pas. Le cloud, c'est des coûts qui viennent tous les mois ou tous les ans. On a quand même finalement une petite interrogation sur la sécurité, puisque quand on avait nos serveurs derrière un coffre-fort, ils ne craignaient rien. On l'a vu dans plein d'exemples, aucun service cloud n'est à l'abri d'une faille de sécurité. Donc voilà, on a cette chose-là à prendre en compte. Ça nécessite bien évidemment un accès Internet. Et il y a un problème aussi, c'est que c'est difficile de passer de Google à Amazon, d'Amazon à Azure, une fois qu'on a mis tous nos outils de production dessus. C'est vraiment un changement de provider qui est assez difficile. Est-ce qu'il reste des questions? Après, on fait le Bah, cycle de vie il de y a deux, machine trois learning remarques. Bah, je et te le laisse les cloud. lire. Le carbone, ouais. Alors le carbone, c'est un grand sujet. C'est dans ça que je travaille d'ailleurs, justement. Si vous voulez en parler un peu plus, on pourra, il n'y a pas de souci. On pourra faire une conférence à ce titre, les quatre. On pourrait, ouais. J'ai des très bons. Un compteur, c'est un processus qui évolue. Ok. Pas de questions du coup là-dessus, tout est clair? Oui, mais Changement de j'aime bien la provider. remarque de Cadovab. Parce que Oui, alors, bien sûr, si par exemple, je n'ai pas dit que le changement de provider ne se faisait pas. J'ai dit que c'était plus difficile. Quand tu as, et je l'ai éprouvé, hein, quand tu as 4 organisations sur Google, déjà pour passer tes VM d'une organisation Google à une organisation Google, c'est déjà compliqué. Donc évidemment, c'est qu'il faut ressortir tes services, retrouver quelqu'un qui a les compétences sur l'autre service, etc., etc. C'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus difficile. moi, je parlais pas de la remarque de Silverance, je parlais de la remarque de Cadovab. Bonsoir Manon. Oui, oui, non, ouais. Non, je Merci répondais pour du ton coup sub, à Manon. Silbrillance. Manon. Une interopérabilité entre ces fournisseurs, est-ce qu'on peut combiner? Ouais, alors on peut combiner plusieurs services par le biais des API. C'est-à-dire qu'il y a des services qui sont ouverts et qui proposent des API. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des interfaces de programmation qui permettent d'aller utiliser, par exemple, ce que tu as stocké sur S3 et l'utiliser dans un notebook Azure, par exemple.
C'est un choix de développement après à faire. Et du coup, en parlant de développement, donc machine learning, cycle de vie. Alors évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails, ce n'est pas le but du jeu. On peut aussi créer et configurer des VM, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence dans Azure ML? On peut créer, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une... Moi, pour moi, ça se tape dans les mêmes services, déjà. Attends, on va lire cette question à vote quand même, Ouais, c'est bien pour vas-y, le vas-y. replay. Donc, je me permets de remonter ma question. Dans Azure ML, on peut aussi créer et configurer des VM. Par exemple, concrètement, il y aura une différence avec ce que permet Azure VMs. Bon bah, moi non plus, j'ai pas la réponse à cette question parce que je ne suis pas un très grand utilisateur du cloud. Pour une raison très simple en fait, c'est que justement, Sylvain parlait d'un des inconvénients du cloud qui est la sécurité. Et moi, je travaille depuis des années dans un environnement dans lequel la sécurité est le principal point pour lequel on ne peut pas utiliser le cloud. Donc mon expérience sur le cloud est quand même assez limitée, hein. Je ne suis pas un très grand praticien du cloud. Et j'ai pas la réponse à cette question. Mais s'il y en a qui ont la réponse à cette question, c'est une bonne question. Ah ouais, Bah, c'est une n'hésitez bonne pas à question. l'écrire Alors, ou allez écrire ça dans Discord si un vous élément revoyez de le replay. réponse, un élément de réponse qui pourrait être envisageable, c'est que dans Azure ML, tu as des configurations qui sont préconfigurées, entre guillemets, pour le machine learning. C'est-à-dire que tu as, par exemple, des configurations qui sont mises en place avec directement du GPU si tu veux faire de la computer vision, par exemple. Alors que ça va être assez rare qu'on ne te propose pas un runtime. Je pense que l'élément de réponse, il est là, en fait. Runtime, c'est un environnement de production en termes de développement. Donc, quand on parle de runtime, c'est Python version 8, c'est PHP 5, 6, 7, etc. Dans Azure ML, de mémoire, on ne te propose pas de VM sans runtime. C'est-à-dire qu'on part du principe que tu vas faire du machine learning, donc tu vas potentiellement utiliser du Python ou du R, pour résumer un petit peu. Dans Azure VM, tu peux tout à fait récupérer une VM et n'installer qu'une Debian et en faire ce que tu veux derrière. Récupérer une VM et y installer un WordPress. Tu vois, il n'y aura pas forcément cette notion de machine learning et donc de besoin de runtime, de puissance qu'on peut avoir dans Azure ML, je pense. Du coup, les 4 grandes étapes que j'ai prises, c'est préparation de la data, entraînement et paramétrage du modèle, déploiement et monitoring. Parce que concrètement, ce qu'on voit assez souvent, ce qu'on a constaté souvent avec Guillaume, c'est qu'arrivé à l'étape 2, beaucoup de gens étaient bloqués, se posaient beaucoup de questions. Il faut savoir quand même que ça, c'est un cycle de vie qui est perpétuel. On va en parler tout à l'heure si on a le temps, parce que je vois que finalement, ça dure plus longtemps que prévu. C'est un cycle de vie qui est perpétuel, c'est-à-dire qu'on va chercher de la donnée, on traite la donnée, donc on la nettoie, on la prépare, on gère le modèle, donc la partie bleue, et on déploie le modèle, la partie orange. Et puis finalement, il se passe tout un tas de choses qui fait qu'on va devoir récupérer encore des données, renettoyer les données, etc., etc., etc. AWS Glue, on va en parler tout à l'heure. On va éviter quand même de rentrer trop dans les services, hein. Ça Ouais, reste une conférence sur l'initiation au cloud pour les débutants, c'est ceux pour qui ça. ont... Donc, Voilà. du coup, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les données, par exemple? Alors, du coup, je montre quand même des services parce que c'est quand même des choses qui sont importantes. On va pouvoir utiliser soit des API. Alors, je ne vais pas rentrer dans les services, je vous laisserai les regarder ce qui vous intéresse. On peut utiliser des API, comme je parlais tout à l'heure, donc s'interfacer sur quelque chose qui nous donne des informations, comme Open Data, par exemple. On peut aller scraper des données, ça veut dire récupérer des données d'un site Internet via son code, pour la faire courte. Et on peut utiliser du stockage ou de la base de données et utiliser ces données-là pour nous. Avec ces données-là, on va les utiliser dans Panda, souvent avec pd.read, donc read CSV, read JSON, etc. Et on va pouvoir commencer l'étape d'après qui est de nettoyer et de préparer la donnée. Pour ça, on peut utiliser plein de choses. On peut utiliser son propre ordi avec VS Code ou autre, mais on peut utiliser, si on n'a pas les ressources matérielles nécessaires, Google Colab ou SageMaker ou directement les notebooks, le Data Lab, etc. Ça, c'est si on n'a pas les ressources qu'il faut sur place. Donc, Donc ça en va nous termes de permettre ici, computing surtout. c'est ça, en termes de puissance de calcul,
on va pouvoir aller utiliser des machines beaucoup plus puissantes pour arriver au résultat dont on a besoin. Voilà. Donc ici, on va pouvoir aller faire évidemment toute notre analyse, etc. Mais on va aussi pouvoir déporter notre besoin en puissance de calcul vers ces machines-là. Et ça, je dis bien déporter parce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en utilisant Visual Studio Code ou d'autres éditeurs. On peut coder sur un PC local et envoyer l'entraînement sur un service autre. C'est Comme, gratuit tous ces services? Non. De manière générale, non. À part Google Colab qui est un freemium. Les autres, c'est une partie trial et oui, après voilà. c'est payant. Partie d'après, on va entraîner et évaluer le modèle. Donc là, c'est pareil, on peut utiliser toutes ces choses-là. On a l'intégralité de ces outils-là qui utilisent ce qu'on appelle les expériences, les experiments. C'est quelque chose qui va nous permettre d'aller déporter, je disais, les entraînements, mais aussi de les monitorer. Et on va pouvoir garder une trace, un log, comme vous pouvez le voir à gauche, des différents entraînements de modèles qu'on a fait. Donc, de garder les métriques, de garder les matrices de confusion, de garder les courbes d'apprentissage. Et on peut coupler ça à plein de choses, comme notamment les modèles Shaft, etc., dans lesquels on ne va pas rentrer là-dedans. Mais tout ça, vous pouvez utiliser ces outils-là pour faire toute cette partie-là. Du coup, si on reprend un petit peu, on a fait notre modèle, mais maintenant, il nous reste cette fameuse question de déploiement. Comment est-ce qu'on va mettre à disposition notre modèle au client? Exemple tout bête, vous développez un modèle d'assurance, donc vous avez récupéré toutes vos données avec l'API ou ce qu'on vous a donné, vous avez utilisé SageMaker pour utiliser la puissance cloud, vous avez fait tout votre modèle, vous l'avez entraîné, vous avez un super modèle, sauf que maintenant, vous avez 500 agents répartis dans le monde qui ont besoin d'utiliser votre service pour dire, bah oui, mais ce client-là qui est en face de moi, est-ce que je l'assure ou est-ce que je ne l'assure pas? Donc, pour mettre à disposition votre modèle, vous allez utiliser les conteneurs dont on parlait tout à l'heure, et ces conteneurs vont offrir ce qu'on appelle des points d'accès que vos utilisateurs vont pouvoir interroger. Donc, votre modèle, il va être stocké. Je schématise un petit peu, hein, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas la peine de donner plus de détails dans le chat, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais globalement, votre utilisateur, il va aller s'interfacer, il va aller envoyer une requête, une demande de prédiction à votre modèle. Ce modèle, il est stocké dans un conteneur, c'est une boîte, avec un ordinateur, tout simplement. Qui peut fonctionner partout. C'est ça l'intérêt du C'est truc. ça, qui va fonctionner n'importe où, quelle que soit la localisation de l'utilisateur, quel que soit le matériel qu'il utilise, quel que soit le navigateur qu'il utilise, peu importe. C'est complètement... C'est euh, universel. voilà, j'arrivais pas à retrouver le mot. Donc concrètement, ce conteneur, il va aller prendre la requête de votre client, interroger le modèle va lui renvoyer ici une prédiction, parce qu'on est dans un modèle de prédiction, et il va renvoyer l'information à votre client. Et là, du coup, vous avez fini la chaîne de votre modèle. Là, votre modèle, il est utilisable par vos clients, par vos collaborateurs, tout ce que vous voulez. Et dernière étape, après on reprendra les questions, il y a une partie de monitoring. Le monitoring, ça va être super important parce que il faut savoir comment se comporte votre modèle, il faut savoir comment se comporte votre conteneur. Votre conteneur, je vous rappelle, ça reste quelque chose de physique, avec un CPU, avec de la RAM, etc. Et c'est hyper important d'aller vérifier si sur 80 gigas de RAM, il n'y en a pas 78,5 qui sont utilisés, parce que sinon, vos clients, vos utilisateurs ne pourront plus utiliser ce service-là. Il faut aussi faire ce qu'on appelle du monitoring sur la performance du modèle, parce que le modèle perd en qualité. Et je vais vous donner deux exemples tout simples pour ça, sans rentrer dans les termes techniques. Imaginez qu'avant, on utilisait des modèles prédictifs pour savoir si nos clients allaient se désabonner d'un service. Avant, quand on a commencé à faire ce modèle, il y avait beaucoup de clients qui payaient par chèque. Donc, on a mis en place ce modèle-là. On l'utilise, puis on se rend compte qu'il a de plus en plus de mal à prédire le départ de clients. En fait, c'est une partie de la perte de qualité d'un modèle qui est le changement d'une fonctionnalité, d'une feature, comment dire en français, Guillaume, je ne sais plus, Une une feature. caractéristique, une variable. Voilà, donc par exemple, maintenant vous avez tous compris pourquoi.
il y a de plus en plus de clients qui payent par virement. Donc, en fait, la distribution statistique qu'on obtenait avant avec les gens qui payaient par chèque est complètement fausse. Et donc, le modèle n'est plus performant. Et puis, un autre exemple tout simple, c'est le spam. Avant, quand on entraînait les modèles, on partait du principe, je te donne un exemple tout bête, que quelqu'un qui envoyait 10 messages en 1 minute, c'était un spammeur. Mais maintenant, vous vous rendez bien compte qu'avec tous les outils de messaging, de chatting, d'emailing qu'on a à dispo, ben, on a vraiment un changement de contexte qui s'opère. Et donc, nos modèles qui étaient performants avant parce qu'on avait un réseau moins performant, moins d'applications, etc., ben maintenant, on n'est plus du tout performant parce il va faire des faux positifs en détectant, j'en connais plein aussi comme ça qui envoient plein de messages, en détectant comme spammer quelqu'un qui est simplement un utilisateur bête et méchant de votre plateforme, en fait. Et ça, c'est le changement de contexte. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut surveiller parce que ça va amener à un modèle qui va être de moins en moins performant. Et du coup, ça va être bien pour une introduction au cloud qui est quand même pas trop mal, hein. Quand même pas mal de choses T'es arrivé à à la fin? anticiper. Ouais. Ah, Alors, je peux mettre super! ta dernière slide, allez. Attends, je vais te lire deux, trois choses, mais déjà, ouais, c'est pas mal. Franchement, j'avais pas vu les slides à l'avance. Bah, c'est bien, c'est bien. Bon, il y a des choses, évidemment, hein, ça s'adresse aux... Comprenez-le bien, hein, ceux qui connaissent déjà le cloud. On s'adresse là à un public qui a besoin d'un langage un petit peu vulgarisé. Et dans vulgariser, il y a le mot vulgaire, hein, donc voilà, on fait des approximations. Je vais te dire quelque chose, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, et puis comme notre ami Kadovab a pris du temps de l'écrire, bah, je le lis. Le cloud n'existe pas, c'est juste une machine de quelqu'un d'autre. C'est ce que mon prof n'arrête pas de répéter, je suis en cybersécurité, et effectivement, il y a une partie de la sécurité qui est sous la responsabilité du cloud provider. Entre parenthèses, protection périmétrique par exemple. Mais finalement, et en contrepartie, on, euh, il voulait dire en déléguant un système d'information à un tierce, on multiplie les SPOF. Il n'y a pas d'autres problèmes, trois petits points. Est-ce que tu as dit quelque chose à dire à propos de ça? Oui, oui, c'est clair qu'on déporte le problème. C'est vrai que Google, dans son data center, lui, se retrouve dans la peau de quelqu'un qui est on-premise. Ouais. Après, l'avantage de ça, c'est que Google a des moyens colossaux par rapport à une entreprise et qui peut se permettre d'aller gérer justement cet accès physique aux ressources, qui peut se permettre d'aller avec les data centers énormes qu'ils ont, de faire des snapshots toutes les minutes, si vous voulez, ou toutes les secondes, si vous voulez. C'est des gens qui sont entourés aussi, il ne faut pas l'oublier, des meilleurs techniciens, des meilleurs professionnels du monde, hein, faut quand même le dire. Donc, ils ont des gens qui sont spécialisés dans le PRA, le plan de retour à l'activité. Il y a des équipes qui sont là spécialement pour ça. Mais c'est vrai que finalement, oui, quand ton prof dit que le cloud, c'est la machine de quelqu'un d'autre, c'est vrai. C'est une belle machine. C'est une machine qui prend plusieurs centaines de kilomètres carrés, mais c'est une belle machine. Moi aussi, je suis d'accord avec ça, mais c'est Mm. bien de le redire pour les Bien débutants. sûr. C'est bien de le redire pour les débutants, on est tous Pour, d'accord avec ça. Une pour un question étudiant. De Litorax. Litorax, ah, j'ai du mal, désolé. J'ai une question par rapport au scrapping. Est-ce que Ouais. le scrapping peut être considéré comme illégal sur certains sites? Et si oui, est-ce que les clouds d'hébergement de scrappers sont responsables? Alors, bien sûr que le scrapping est... alors, c'est pas forcément illégal, mais c'est contre les... parce que illégal, ça veut dire qu'il va contre la loi. Il n'y a pas de loi. Bon, les lois dépendent des pays, hein, bien sûr, toujours. C'est ça. Donc, si tu peux être dans un pays... ça, c'est compliqué, hein, parce que toi, tu peux être en Belgique et aller venir scraper, je sais pas, un site tel que Uber Eats ou Tinder ou n'importe quoi. euh, Si tu es en France, mais en réalité, l'entreprise, elle n'est pas française, mais peut-être que tu as fait ça sur des données qui sont... ça peut être compliqué. Donc, déjà, les lois, c'est compliqué, et moi, je suis pas juriste. Et le C'est la avocat, on première dit chose en que j'allais français, dire. Ouais. avocat. Et je pense que personne
Mais absolument personne qui travaille dans le dev, sur YouTube, sur internet, ne pourra te répondre à cette question. Il faut parler à un avocat spécialisé dans le numérique. Voilà. Mais c'est une question intéressante, mais je veux juste dire que Oui, bien sûr. la loi, le droit, c'est tellement compliqué, surtout le droit international et tout, etc., que tu trouveras jamais quelqu'un qui te répond à cette question sur internet. Méfie-toi si quelqu'un te dit qu'il est sûr que c'est ça, sauf si c'est un avocat. Si c'est un avocat, ok, si c'est un avocat spécialisé en numérique. Maintenant, la Il y deuxième. a, Par contre, ça va contre les règles d'utilisation des plateformes. Et ça n'a rien à ouais, voir avec la loi. Moi, je peux définir une règle sur le serveur Discord qui est, comme on a un règlement internet, qui est un règlement intérieur qui est pas d'insulte. Voilà, dans la loi, t'as le droit d'insulter les gens dans la rue. En réalité, c'est quand même pénible, ouais. pénable. Il y a un problème, il y a une considération éthique Oui, déjà à se voilà. poser. Voilà. Après, au-delà de ça, c'est exactement la première chose que j'allais dire, c'est demande un juriste. Il y en a des très très bons sur LinkedIn à ce niveau-là, très 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 bons. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la plupart des sites qui pourraient être la cible de scrapping, qui ont des données intéressantes, mettent des garde-fous. C'est-à-dire que quand ils voient une IP tapée trop souvent et trop fréquemment sur leur site, mettre des délais. De la même manière que ton Ouais. téléphone te met un délai si tu essayes trop de fois de mettre un mot de passe et que tu te trompes. Ouais, Voilà, il y ouais. a aussi des garde-fous comme ça. Mais il y a, comme dans beaucoup de choses pour le cloud, un vide juridique qui est assez énorme. Ouais, il y a les proxys, mais enfin bon, c'est pas le Donc, sujet. donc ça, c'était la première partie de la question. La deuxième partie, qui est très intéressante, mais en fin de compte, c'est la même réponse, c'était si en effet c'est illégal, en réalité, on va plutôt dire contre les règles d'utilisation, et ça va quasiment tout le temps l'être, est-ce que les clouds d'hébergement de scrappers sont responsables? La question est très intéressante, mais pareil, je sais pas. Je pense qu'on peut pas Alors, savoir. en termes de loi, j'ai une assez vague idée pour avoir quand même m'être fait hacker des sites et avoir eu pas mal de enfin, d'infos là-dessus. Oui, le site est responsable, mais il est responsable en termes de rapidité d'action. C'est-à-dire que tu le lis dans les CGU, Google, les serveurs de Google, les serveurs d'Amazon ne peuvent pas traquer tous les sites qui sont sur leur plateforme. Par contre, ils ont un devoir d'intervention rapide sur demande des instances appropriées. Hein. Mais quand The Hacker Bay s'est fait descendre, il y a eu une demande en bonne et due forme qui a été faite et le serveur qui héberge ce site-là a un devoir d'intervention rapide. C'est tout ce qu'on peut en dire pour le moment, puisque il y a encore un vide juridique qui est énorme. Pour répondre à Shelby, avant de remonter sur une question que j'ai bien aimée, ce n'est pas forcément grâce au scrapping que le site Covid Tracker a été mis en place. Je pense que c'est surtout avec de l'open data et des API. L'hébergement des scrappers. Oui, je suis d'accord avec Alitorax. Je parle aussi de l'hébergement des scrappers. Si tu as un site de scrapping et que tu as des autorités qui viennent te demander à toi en tant qu'hébergeur de le faire tomber, tu es dans l'obligation d'avoir une intervention rapide. Je Vous remonte savez, juste sur une question. c'est Vas-y, vas-y. comme Facebook, avant que tu passes à une autre question, c'est comme quand Facebook passe des images de tout ce qui est illégal, la Oui, c'est ça. pédophilie, le terrorisme, etc. Ils sont responsables, donc bon, tu peux. Mais attention, je me rappelle très bien quand j'étais en cours de droit à ma dernière année d'école d'ingénieur, on avait fait un exercice que notre prof enfin, qui était prof de droit hein, d'une manière générale, qui faisait 1 heure par semaine du droit aussi en école d'ingénieur, elle nous donnait un exercice de droit qui mettait en avant, qui mettait en lumière le fait que le terme responsable, le concept même de responsabilité est un concept très compliqué et qui n'est pas forcément en lien avec les concepts d'articles de loi, du droit d'une manière générale. Parce que l'exercice, c'était, alors je crois même que c'est un exercice tellement connu qu'en fait on le trouve sur Internet. Ça dure 2 secondes à ce que je dis, parce qu'après on retourne sur le machine learning, bien sûr. Mais c'est une femme qui est morte parce qu'elle a été tuée par un fou, par un fou.
dans la rue. Et puis il y a toute une histoire avec plein de personnages, un policier qui refusait enfin de l'aider, et puis son mari qui n'était pas à la maison, et puis plein de personnages, et au final on dit qui est responsable de la mort de cette personne. Et en général, les gens sont très mitigés. Il y en a beaucoup qui disent bah c'est le fou. Ouais, mais il est complètement inconscient de ce qu'il fait. Alors est-ce qu'il est vraiment responsable? Alors oui, c'est lui qui a causé la mort, mais la femme est elle-même responsable parce qu'en fait il y a une histoire comme quoi elle trompe son mari, qu'elle fait un peu des bêtises. Enfin, elle avait rien à faire là où elle était. C'est compliqué. C'est juste une petite aparté pour toujours vous dire, parce que je m'adresse en général euh, dans notre communauté, on s'adresse à des gens qui sont très pragmatiques. Faut faire preuve un peu de philosophie des fois et se dire, ah, parce qu'on est très logique, nous, les gens qui font du code, des maths, etc. Mais voilà, les concepts de responsabilité, de loi, etc., euh, nous, nous Oui, c'est invitent à toujours compliqué, hein. prendre un peu du recul et ouvrir notre esprit sur des choses qui peuvent nous sembler un Ouais. petit peu dérangeantes à ceux qui sont très mathématiques. Euh, je, Désolé. je réponds, je réponds à Max Tut et puis on se fait le quiz et puis après on pourra continuer du coup si vous voulez. Donc Max Tut qui demande un étudiant data scientist, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre Docker Kubernetes si le cloud fait tout aujourd'hui? J'ai acheté une formation Docker sur Udemy. Alors moi je vais te répondre, je m'en sers tous les jours de Docker et de Kubernetes. Tout simplement parce que en tant que dev, je veux garder la main sur ce que je fais. Et je l'utilise notamment de manière très customisée pour ce qu'on appelle le CI/CD, c'est-à-dire l'intégration continue, le développement continu. Et il y a des moments où, effectivement, ce que te propose le service cloud ne te convient pas. Et c'est le même problème avec l'AutoML et le machine learning. L'AutoML te propose tel et tel et tel service, mais tu es pieds et poings liés par rapport aux fonctionnalités que te propose ce service. C'est-à-dire que si tu as besoin d'autre chose, et que tu n'as pas les compétences pour le faire, eh ben, tu ne peux pas le faire. Alors que si tu es capable de développer un modèle de machine learning toi-même et de l'héberger, de permettre aux gens de le consommer, tu es beaucoup plus libre. C'est pareil ici, en tout cas dans mon utilisation de Docker et de Kubernetes. C'est des conteneurs qu'on déploie nous, avec nos fichiers à nous, avec nos variables d'environnement de développement continu et de développement d'intégration continue à nous. Et donc, pour répondre à ta question, oui, voilà. Ok, super. Il y a un quiz, j'ai vu un truc, il y a des trucs à gagner. Bah, ça, je vais laisser Guillaume vous en parler. Et puis comme ça, je vais préparer le. Ok, ok, tu vas préparer le quiz, parfait. Titou qui nous dit, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'outils no-code, low-code. Il vient à se demander la pertinence de savoir coder de base. Non mais t'inquiète pas, à ce sujet, ne t'inquiète absolument pas. On aura toujours besoin de coder. Ça fait Bien gagner sûr. du temps, etc. T'inquiète pas. Juste, je devrais... en fait, à un moment donné, je pensais en faire une vidéo YouTube il y a longtemps, je crois en 2019, pour un peu donner mon point de vue à ce sujet. Euh, mais je trouve que ça s'éloignait un peu de la thématique de la chaîne YouTube. J'aime pas faire des vidéos qui sont un petit peu, comment dire, un peu trop larges. Voilà, je préfère faire des vidéos mathématiques. Voilà, enfin des vidéos plus. Est-ce que tu peux switcher d'écran, Guillaume, s'il Ok, te plaît, je vais tant que je switcher prépare? d'écran. Ça marche. Attends. Juste le temps que je prépare. Je te dis quand est-ce que. Voilà, on va repasser là-dessus. Voilà, très Ouais. bien. Là, on voit plus ton écran. Ok. Non, t'inquiète pas, hein, t'auras toujours besoin de savoir coder, et puis ces outils-là, ils viendront jamais remplacer, remplacer les développeurs ou les mathématiciens ou les statisticiens, hein, voilà. En fait, la réponse, peut-être que j'en ferai quand même une vidéo YouTube un jour, parce que ça m'évite de répéter encore et encore et encore ce truc depuis des années, parce qu'il y a énormément d'arguments qui viennent soutenir ce que j'ai à dire. Le premier, parce que je vais pas faire toute la liste, mais c'est le concept du no free lunch théorème. Voilà, c'est un théorème mathématique qui explique que quand tu trouves une solution à quelque chose, tu ne peux jamais enfin, réutiliser cette solution pour un autre problème, exactement. Et le problème de quasiment toutes les solutions no-code, ou low-code, ou tout ce genre de choses, c'est que
Ouais, le temps d'expliquer ça, ça va être compliqué. Pour le vulgariser simplement, je dirais juste que toutes ces techniques-là sont, c'est pour les secrétaires qui nous dit dans le chat. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que ce sont des outils qui ne vont pas très loin. Ils ne savent pas beaucoup réfléchir et ils ne savent pas aller très loin. Le plus souvent, ils réutilisent quelque chose qui a déjà été utilisé. Et aussi, quelque chose d'autre qui vient avec le No Free Lunch Theorem, c'est typiquement tout ce concept de AutoML qui existe depuis longtemps. Ça vient avec le fait que, ok, peut-être que tu n'auras pas besoin de le coder, mais si tu le codes pas et que tu laisses une machine tourner pendant des semaines avec une puissance de fou sur le cloud, ou même pas sans le cloud, mais ça va te coûter tellement d'argent, ça vaut pas le C'est coup. clair. Ça vaut pas le coup. Et puis, le problème du no-code, c'est que les gens, et ça c'est un problème des développeurs avec peut-être généralement, hein, je vais pas faire de généralisation, ça serait une erreur, euh, ça serait un biais cognitif de ma part, mais les gens avec qui j'ai travaillé qui ont pas fait d'école d'ingénieur, mais qui ont juste fait du code en Angleterre, des Anglais, ils oublient le cycle de développement d'un produit en ingénierie. Et lorsqu'on développe un produit en ingénierie, il y a aussi la maintenance. Il y a le disposal, il y a tout plein d'autres choses. Le code, c'est juste une toute petite partie de la conception, de la création. C'est juste une toute petite partie de la vie d'un produit, quoi. Donc bon, ça nous change pas grand-chose, quoi. Voilà. Alors, je vois que Du le coup, quiz de ce que je te Sylvain est propose, prêt. Alors, Guillaume, je vais juste vous dire ce qu'il y a à gagner. Je vois que vous avez écrit 2, 3 messages, ouais, mais on en attends. reparlera peut-être un tout petit peu après. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Est-ce que tu peux remettre mon écran le temps que les gens s'inscrivent et en même temps t'expliques? Ah oui, très bien. Ok. Bien. Hop, Donc c'est un voilà, petit cas voilà. Alors pour attends. ceux Hop qui- là. On va te mettre là. Attends, je vais m'inscrire aussi, moi, du coup. Ah bah oui, Alors, carrément. il va falloir passer un. Ah non, il y a un QR code. Il y a un QR code, mais Non, vous est-ce que pouvez, tu ouais, peux sinon vous allez sur kahoot.it et puis vous mettez le. copie-colle le lien, s'il te plaît, dans le chat. Voilà. Alors, attention, je crois qu'il faut pas tout de suite que vous cliquiez parce que il y a un compte à rebours ou quelque chose comme ça, hein, donc Ouais, alors concrètement, ne bah, cliquez il y pas en a tout de suite. beaucoup. Si vous pouvez vous inscrire pendant que Guillaume explique, il n'y a pas de souci, Très bien. justement, on va gagner un peu de temps. Ok, ok, ok. Euh, Alors, Justement, donc pour ceux qui connaissent, bah, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, vous allez avoir les questions et les réponses, enfin les questions sur votre. il y a Ouais, du monde. non, non, Ah, c'est génial ton outil. C'est génial. donc là, vous allez avoir des questions. Il y a 10 secondes par question. Il faut savoir que j'ai mis des questions qui valaient x2 en termes de points. Ah, Et plus vous répondez vite, plus vous avez de points. je connais pas les questions. Je Non, connais bah non, pas du les coup, questions. Et personne les connaît. il faut Alors, que je j'ai mis des participe aussi. questions assez faciles de telle manière à ce que tout le monde puisse. Il y a 10 questions, ça va prendre 10 minutes, je pense pas plus. Euh, j'ai mis Allez. des questions faciles de telle manière à ce que tout le monde puisse avoir des chances, y compris ceux qui ne connaissent pas beaucoup. Mais il y a quand même un peu d'interrogation écrite dedans. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à Oh. gagner, Guillaume, pour les 3 premiers? Attends, je me connecte. We didn't recognize that game pin. Oh là là, attends, il faut être. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mettez votre pseudo Twitch hein, pour que Guillaume puisse vous contacter par contre après. Hein. Ouais, ça, il faut bien, ouais, il faut bien. Ce qu'on fera peut-être, c'est aussi pour ceux qui auront gagné. Vous me ferez un screenshot de ce que. Juste en preuve que vous avez bien, je sais pas, que vous faites partie du top 3 par exemple. Et comme ça, vous me l'enverrez quand même sur Discord. Ouais, sur Discord en messagerie privée, juste pour être sûr. Par contre, moi, je peux pas me connecter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il faut créer un compte. Oh là là, c'est Non, casse-pied. non, 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 t'as Ah pas bon? besoin. Bah, attends, si Non, je tu vas tape sur alors. kahoot.it, puis tu rentres le code PIN. Bah, c'est ce que je fais depuis avant, mais à chaque fois que je le fais, il me dit We didn't recognize this. Il m'écrit This game pin. Écoute, bon, tant pis. De toute façon, je voulais répondre des bêtises. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? C'est très simple, en fait. Je ferai gagner, on va dire. Il y a 3 lots gagnants, on a dit, ou 4? Sylvain. Comme tu veux, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis. J'aurai tout le classement de toute façon. Ok, on va peut-être faire.
On va peut-être faire. On va voir en fonction du nombre de personnes. Ah, ça continue à se connecter. On va donner aux gens le temps de finir. On va faire ouais, 3, 4 ou 3 lots, on va dire 3 ou 4 lots, qui seront les prochains numéros du magazine Actu IA, voilà, qui sortira. Non, c'est pas une RTX. Ah, l'autre. Ah, purée, là, tout de suite. Non, non, attendez, j'ai pas tout cet argent, moi, hein. Elle est fou, quoi. Ah là là. Euh, Ça me fait penser à toutes ces vidéos des youtubeurs, là, genre les... c'est vraiment qu'un vieux rat. Ah, vous me tuez de rire. C'est pas si pire. Non, l'autre jour, j'avais vu une vignette d'une vidéo de Amixem qui disait: Ouais, je vous fais. Tu sais, là, les gars, ils te donnent carrément une voiture aujourd'hui ou des trucs comme ça. Je me dis, c'est de la folie, quoi. Il y a tellement d'argent avec YouTube, ces gens-là. Je sais pas comment ils font. Donc voilà, on fera 3 ou 4, 4, on va dire 4 magazines Actu IA allez. du prochain numéro, dans lequel il y aura des articles très intéressants. Il y aura aussi. Ah, un sub à la chaîne, ouais, c'est une bonne idée, un sub à la chaîne, remarque. Je sais pas si ça peut se faire, mais. Je sais toujours pas comment le faire. Ouais. Non, mais les magazines Actu IA, c'est bien. C'est déjà bien. La chaîne, ça sert à rien, je stream jamais. Les pauvres. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'inscrivent ou est-ce qu'on y va? Parce que je vois des gens qui se désinscrivent Alors, du coup comme ça. est-ce qu'ils peuvent revenir après? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent commencer après coup ou pas? C'est pas possible. Ouais, mais ils vont perdre des points du coup, mais avec le code PIN, ils peuvent, ouais. Bon, bah écoutez, vous êtes On y prêts? va? Allez, ils sont 30, 40. Voilà, allez, c'est Oui. 40. 4 Oui. lots pour 40 personnes, donc une chance 3, sur 2, 10. 1. Top, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, vous avez tous les questions en même temps, hein, sur votre ordi. 10 secondes par question, hein. 10 secondes par question, ouais. Quel cloud provider est le plus ancien? Donc, du coup, effectivement, il y a une question sur la timeline. Ah, Ah, bien, oh! Oh. bien réparti, ouais. On voit les Bien réparti. résultats. On voit les résultats, c'est cool ça. Ouais, vous allez voir les résultats au fur et à Et la mesure. réponse était AWS. C'était AWS en premier, ouais. Et donc, Amazon. là, on voit les résultats tout de suite. Donc, bah, Ademi a répondu plus vite que Blind Finder. Donc, du coup, ça va être un peu la course au Oui, lot. attention, c'est la course, mais ne miscliquez pas, hein, attention. Ah, c'est rigolo, hein. Quel est le revenu projeté pour l'industrie? Attends, tu l'as pas dit ça. Ah bah non, tu l'as pas dit, c'est... Non, il y a des choses que j'ai pas dit, sinon c'est pas drôle. Oh là là, c'est fou ça. J'en ai aucune idée. Alors, c'est 2000 2000 milliards. milliards. Ouais, il faut savoir qu'actuellement, on est déjà à 400 milliards. Pour être tout à fait honnête, c'est 1949 milliards. Mais enfin, bon, on va pas chipoter, hein. D'où est-ce que tu tiens cette donnée, cette source? Je Moi, la j'aime toujours les remettrai sources. je la remettrai dans le slide. Je l'ai pas fermé le lien, mais je ne pouvais pas le mettre ici, mais Merci, s'il te plaît, je c'est vous la bien donnerai. ça. Toujours. J'aime pas les choses qui... Admiel. Oh là Ah ouais, alors là. quand vous mettez plusieurs réponses bonnes d'affilée, vous marquez plus de points aussi. Ah, oui, ok. On apprend les règles du jeu au fur et à mesure. Frontend Service, Robot as a Service. Ah, Identity as a Service. As a Service, ça peut pas exister. Front-end as a Service, ouais, C'est j'hésitais entre front-end ça. as a service. Alors, Identity as blockchain a as a Service. service, bon, bah, ça, c'est tout ce qui se montre sur la blockchain. Robotique as a service, vous connaissez, c'est par exemple des robots tondeuses ou des choses comme ça qui sont connectés dans le cloud et qui peuvent vous donner des indications, des conseils, etc. Identity as a service, c'est des services providers qui permettent de vous authentifier, de s'assurer que vous êtes bien qui vous êtes. Je suis une Euh, arnaque. les providers de multifactor authentification, par exemple, ou les serveurs de SSO. Il y a Cloudflare qui fait ça beaucoup, notamment. Il y en a un qui dit qu'il a répondu 3 fois au hasard, il a eu tout juste. Ah bah Qu'il est une oui. arnaque. Ah bah là, il y a ces 3 bonnes réponses d'affilée, donc un petit bonus. Attention, il y a des questions qui valent x2. À compte double, attention. Le vrai passe, le premier passe. Attention, il y a un piège.
Non! Il y en a un qui en a plus rien à faire, il a dit Popcorn. Ah, Alors, j'ai un donc, immense respect pour eux. Ou alors il a non, misclick. Popcorn as a Service, ça serait génial, mais ça n'existe pas encore. Non, j'espère que c'est pas un misclick, je Et pense que c'est quelqu'un qui a voulu ouais, rire. bah oui, je pense Il quand s'en même. fiche Et un les peu. pigeons en tant que service, non plus. Popcorn as a service. Je t'adore, c'est lui qui a fait ça. Ah, Admi a été. Oui, Ah, mais oui, mais pas Malpom, c'est lui qui disait que c'était un je réponds à ta escroc. question, Guillaume. Tout ça, c'est que mes questions à moi, hein. Oui, bah je sais, moi j'ai rien créé, hein, donc je suis. Donc s'il Ah y a oui, des non, gens qui d'accord, je sont. croyais que c'est celui qui a fait ça. Prémisse du cloud computing. Ah, celle-là, tu nous l'as montré. Ça, c'est pas très compliqué, ça, quand même. Ouais, Voilà, dans les années 50, du c'était coup, hein. sur le Après, slide. c'est là où il y avait les universités qui ont commencé Ouais. à mettre à dispo leur. C'était au début de ta timeline, tout début. Exactement, ouais, c'était au tout début. Voilà. Euh, Mention 12 Admis qui places de repasse gagné pour devant. Eh oui, on peut pas Bioman. être un escroc toute sa vie, hein. Palpalmal. Ouais. Palpalmal qui disait. J'aime Bisclick. Alors, V2 de quel service DAX? Ah, bah, il n'existe pas. Mais là, c'est un piège. Enfin, non, c'est pas un piège d'ailleurs. Masse? Qu'est-ce que c'est masse? Ah bah non, ah bah non. Ouais. Alors, c'est MAS, pour l'instant, ça n'existe pas. Par contre, LAS, ça existe. C'est Lightning as a Service. Et c'est un marché qui s'est développé énormément grâce à l'IoT. Et ce n'est pas le petit marché parce que pour l'instant, il prévoit en 2027 6,28 milliards de dollars de revenus. Et tes C'est questions, elles sont pas, pas faciles, hein. Moi, j'aurais pas fait des questions comme ça. Sachez dans le chat, je n'approuve pas forcément, hein. Voilà, moi, je. c'est Si pour vous que vous. c'est pour. Si j'ai fait ça, c'est parce que je savais qu'il allait y avoir des spécialistes qui allaient jouer et prendre la place des. Bravo à Centuria qui a fait le plus gros combo, il s'était marqué. Ouais. Alors, vrai ou faux, compte double? L'utilisateur d'un cloud hybride doit gérer la sécurité. Vrai ou faux? On parlait tout à l'heure de ça. Parce qu'après, si on met que les questions qu'on a vues, ça ne sert à rien. Ouh, c'est mitigé! Ouais, donc c'est un piège. Je vous rappelle qu'un cloud hybride, vous avez à la fois des ressources chez vous, on-site, on-premise, et des ressources en ligne. Donc vous êtes responsable des ressources, de la sécurité, des ressources qui sont chez vous. Ah mince, Et c'est con ça. Les gens ils disent si tu miscliques, tu peux pas revenir en arrière. non, c'est la particularité de ce jeu et c'est ça qui en fait la beauté, tu vois. C'est le côté frustrant, tu vois. Quand tu veux répondre trop vite et que du coup, voilà. Oh, bravo pour le combo. Shelby, ouais. Quel modèle exige le plus de responsabilité pour l'utilisateur? Waouh, moi je sais pas, hein. On l'a vu tout à l'heure. Ah ouais, bah attends. Plus de Vous avez vu responsabilité. ces belles images quand même. Donc c'est bien le IaaS, hein. Le SaaS, c'est celui qui en demande le moins. DB as a service, c'est de la database, donc ça, c'est un service IaaS particulier. La plateforme, vous en gérez un petit peu moins. L'infrastructure, vous gérez du coup le plus de choses par rapport à un modèle on-premise. Alors pourquoi tu gères plus par rapport à la plateforme? Parce que dans le IaaS, tu gères aussi l'OS. Ah oui. C'est Merci. pour ça. Merci. Alors, il reste 2 questions, je crois, et c'est encore serré, hein. C'est très serré, on dirait. Ça, on l'a redit sur redit. Je veux que des bonnes réponses, là, attention. Ouais, c'est Ah, bien. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, c'est bien la scalabilité, hein. Ouais. L'adaptabilité, ça n'existe pas, je l'ai inventé. Le monitoring, c'est le fait d'aller surveiller des ressources pour aller adapter quelque chose ou en prendre des décisions. Ouais. Il y a des gens qui peut-être que tes questions sont formulées d'une manière qui prête à confusion pour certaines personnes. C'est pour C'est ça que possible. ça me stresse tout ça. Mais non, Manon, souffle. La Mais technique des non, 5 secondes. En plus, regarde, là, Manon, là, normalement, si tu ne te trompes pas, tu gagnes un de lot. Windows. Histoire de bien mettre la pression. Attention, vrai ou faux, en plus, ça va. Elle est facile, celle-là, elle est facile. Ouais, c'est très Attention, s'il y a facile des ça. misclics. Très facile. Alors, Il du y en coup, a quand non, même qui hein. ont répondu vrai. Bon, bah écoutez. Et les Non, responsables. dans le cloud, du coup, quel que soit le modèle cloud que vous utilisez, même si c'est du IaaS,
vous n'êtes pas responsable du matériel puisque vous n'avez pas accès au matériel, Il tout n'y a pas de simplement. matériel. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas. C'est ça, vous n'avez pas, enfin, vous n'avez pas de matériel, en tout cas, sous C'est pas votre le vôtre, vous le responsabilité. louez. Vous le C'est louez. ça. Et du coup, les gagnants sont, attention, les petits bonhommes qui dansent, je crois, là. Ah, Shay, Voilà, c'est magnifique. admis. Et Selby Lux. Selby Linux. Ok. Et il y a aussi Manon, en 4e. Et Lithorax. Allez, Lithorax, toi aussi, t'en auras un. On va prendre les 5 personnes qui ont été affichées. Bravo à vous. Est-ce que vous êtes tous les Ouais. 5 sur Discord? Et bravo aux autres. Merci, c'est très sympa d'avoir participé. Ça fait très plaisir. Ouais. Est-ce que vous êtes tous les 5 sur Discord? Si c'est le cas, envoyez-moi un MP. J'ai beaucoup participé. Euh, Écoutez, j'aimerais bien vous en offrir un à tous, quoi. Mais vous êtes 73, quoi, les gars. Je peux pas. C'est un magazine, c'est un petit truc. Euh, c'est un bon magazine quand même. J'en avais lu parce que j'avais écrit dans leur tout premier numéro à l'époque. Ils m'avaient invité. C'est pas moi qui avais demandé. C'est eux qui m'avaient dit ah, on aimerait que tu écrives un truc. Et à l'époque, j'avais écrit dans leur tout premier numéro Ah, un le article. classement des autres, je peux vous montrer si vous voulez. Excuse-moi, Guillaume. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Hein. De toute Je façon, répondais je parle à une question rien du d'intéressant. temps. As-tu On peut activé le avoir la partage page de couverture. La page de couverture. Ouais, je vous la montrerai. De toute façon, j'en mettrai d'autres à gagner, sans doute sur mon Tipeee. Excusez-moi. Pour les contributeurs du mois d'avril-mai. Bien, vous avez le classement là du coup. Hein. Je vais vous montrer. Bravo Il y en a à qui. Shelby Linux. Il a vraiment fait un quasi sans faute. Bien joué à toi. Je m'appelle Manon aussi Guillaume, 2012. je sais pas, ça se tente. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Guillaume aussi, ça se compte. Le hasard fait bien les choses. Shadow. Mais il est où Shadow? Je le vois même pas. Shadow. Ah, si Alors, t'es voir tout si dernier, là, non, là, tu abuses. Le gars qui finit tout dernier. Ah, mais t'es loin en plus, ouais. Ah bah, il essaie de se rattraper comme il peut du coup. Hein. C'est lui il a fait exprès de répondre popcorn. C'est ça, mais en plus le popcorn, quand même, c'était. N'empêche que ce serait une bonne idée. Il y en a qui parlaient de start-up tout à l'heure. Ça serait une bonne idée, ça. Vous êtes nombreux à vous appeler Guillaume, là. Guillaume. Et Oui, Guillaume. bizarrement, t'as vu. Bah, moi aussi, tiens, aujourd'hui, tu vois, pour ce soir. Ouais. Non, mais Guillaume, il s'appelle évidemment Guillaume, ça se sent, quoi. Bon, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, Est-ce que j'ai déjà... Ah oui, j'ai déjà reçu 2-3 messages. Lithorax. C'est Shai, ok, super. Écrivez-moi les autres, les gagnants. Donc, tu peux prendre un screen des gagnants, s'il te plaît, des 5 Ouais. gagnants. De toute façon, il sera dans le replay, mais voilà. Envoyez-moi un message, soit sur Discord, soit sur Twitter, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, les deux, ça ira très bien. Et ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre, hein, voilà. Shadow, là, Manon, je sais qui c'est, donc... Enfin, Manon, je sais qui c'est, je connais son pseudo et tout ça, donc... Ok, très bien. Ah, j'aime bien la demande de Max Suite, elle me plaît bien, ça. J'aime bien. Lithorax, Shay, Admi et Shelby Linux, toi, je crois que t'as pas encore fait. Donc voilà, je vous enverrai le prochain numéro d'Actuia qui devra sortir en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Peut-être même juin. Je suis pas sûr à 100%. Mais fais la lecture en live du prochain numéro sinon. Hashtag Samuel Etienne. C'est vrai que ce gars, il faisait. J'avais vu que sur Twitch, il faisait il lisait l'actualité en live pendant le premier confinement, c'est ça. J'avais regardé une fois, trouvé ça sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à Sylvain qui a organisé tout ça. Parce que moi, Avec plaisir. je n'ai pas créé les slides. Je n'ai pas créé le quiz. J'ai rien fait. Voilà. Un parfait glandeur. Je Voilà. rigole avec le message de l'Obitaine, mais pardon. Moi, j'ai rien dit. Je traduis les paroles de Guillaume, il va sortir dans longtemps, vous aurez oublié d'ici là. Mais je sais jamais quand est-ce qu'ils sortent leur numéro à Actua. Une fois,
Ah non, J'ai- il ne parlait pas d'Actuia, Guillaume, je pense. Je pense qu'il parlait de ce que tu avais cité juste avant. Ah, je suis un vrai poisson rouge, j'ai oublié ce que j'avais cité juste avant. Il parlait de formation ou d'un truc comme ça, non? Non? Non, tu Non, as dit il y a quelque chose qui va sortir au mois de juin, non? C'était de ça dont tu non, parlais? c'était Actua, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai rien dit alors. C'était pour Je pensais qu'il dépoussiérer la... était mauvaise langue. Moi, je m'apprêtais à te défendre ou pas. Ah! On attend le prochain stream. Mais écoutez, les streams, en fait, j'en fais relativement souvent, mais je ne fais pas de message everyone sur Discord, en général, quand je fais un stream, et je le dis pas non plus sur Twitter, parce que, je sais pas, c'est juste personnel, ça me... Je suis timide. Je suis timide. Non, c'est pas ça, c'est que des fois je me dis, oh, ça vaut pas le coup de déranger les gens. Mais je le ferai, lorsque je fais des activités assez intéressantes, j'hésite pas à le faire. Typiquement, là, c'était plutôt sympa, il y avait de l'animation et Sylvain a donné pas mal de travail, comme vous avez pu le constater. Il a fait vraiment un bon stream. C'est lui qui a quand même beaucoup piloté le truc. Donc, ça se méritait de faire un peu la promotion du live. Je fais un stream, mais c'est personnel. What? Arterius, faut pas chercher à comprendre. C'est juste que j'aime pas dire sur Twitter venez me voir absolument. Non, mais je sais que je devrais un petit peu plus faire la promotion pour les gens qui sont intéressés. C'est français, tu as oublié ta langue matérielle, moi je capte rien à l'anglais. Oui, Actua, c'est un magazine français. Euh, Pourquoi je m'appelle Shaido à ton avis? Shai égale timide, Do égale doux, timidou, je suis un Guillaume. Oh, c'est mignon. Euh, je peux le dire pour toi, Machine Learning, si tu veux, avec mon seul abonné. Non, vous en faites pas. Écoutez, merci beaucoup à vous. Ça fait Merci deux à tout le heures, monde. donc c'était génial, un très bon stream. Je referai des streams plus régulièrement et je et je les communiquerai beaucoup plus. Et en fait, juste un mot pour terminer. En fait, ça me fait vraiment très plaisir à ce titre. En fait, malgré l'activité un peu réduite que j'ai sur Twitch, pas Twitter, sur Twitter aussi, mais Twitter, c'est un peu la poubelle d'Internet, mais sur Twitch, qui est une très bonne plateforme, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a comme ça 100 personnes, voire plus de 100 personnes qui peuvent C'est clair. arriver sur un stream comme ça. Franchement, je vous remercie énormément parce que, bah, ouais, j'ai vraiment envie de faire des streams sur Twitch à l'avenir, plus de streams à nouveau. Et des fois, je me disais, ouais, mais ça va pas tellement intéresser les gens, vu que je stream pas beaucoup. En fait, c'est grâce à vous que ça me donne de la force de me dire, ouais, il y a des gens qui sont là, qui arrivent, quoi. Donc, vraiment, merci à vous, vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait chaud au cœur et ça donne de la motivation pour l'avenir. On pourra le revoir, oui, le stream est replay il va être en replay et je crois même qu'on peut uploader, donc je le mettrai de façon indéfinie. Je vais pleurer, merde. Non mais c'est sincère, c'est moi qui suis content. Juste, pas ému, mais je suis content parce que je me disais, waouh, il y a quand même 100 personnes qui peuvent arriver, ça fait très très plaisir. Très plaisir. Donc, merci encore une fois à Sylvain, il a fait du très bon boulot. Applaudissez-le s'il vous plaît, applaudissez-le. C'est gentil. Et puis je Je veux vous vous- remercier à tous pour fini les violons, apéro. Et je veux vous remercier encore une fois tous pour être venus et pour être restés et pour avoir été attentifs à tout. Et puis je vous envoie les slides. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, salut! À bientôt. Salut.